Attends, parce que du coup, euh, ouais, il y aura la première question. Ok, non, c'est bon. On est avec Carlos Castello, le CEO de Neurogreen. Donc, il va nous expliquer un peu Neurogreen, c'est quoi. Et Neurogreen, en fait, ça veut dire quoi aussi? Ok, donc Neurogreen, pour la petite histoire, le nom c'est Neuro, c'est réseau de neurones. En fait, c'est la technologie que j'utilise pour reconnaître les déchets. Donc, je fabrique des machines de tri. Donc, les réseaux neurones, c'est la technologie, du coup, Neuro. Et Euh, Green, c'est parce que je crée des machines qui ont un impact sur l'environnement. Du coup, Neurogreen. d'accord. On peut parler d'intelligence artificielle un petit peu? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est les réseaux de neurones, c'est une branche de l'intelligence artificielle. Une branche de l'intelligence artificielle. Euh, Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment t'en es arrivé là? Ouais. Quelle étude tu as fait aussi Pour, pour arriver à Neurogreen? ok, du coup, moi, Neurogreen, c'est né sur mon campus universitaire. En fait, moi, j'ai fait des études d'informatique industrielle. Donc, c'est de l'informatique appliquée au monde de l'industrie, donc programmer pas des sites web, mais des machines. Donc, ça, c'est vraiment l'informatique industrielle. Et j'étais en stage et j'étais dans le stage au Numedia Art. C'est le centre en intelligence artificielle de la Polytechnique ici à Mons. Du coup, c'est un centre de R&D et ils font vraiment que R&D, tu peux donc oui, R&D, donc recherche et développement. Du Ouais. coup, c'est un centre où tu as des chercheurs qui travaillent tous les jours à des problématiques d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était durant mon stage. Et avant ça, en fait, le constat, c'était qu'en fait, sur mon campus universitaire, il y avait différentes poubelles. Et en fait, ce qui se passait, c'était que j'avais pu observer que malgré le fait qu'il y a différentes poubelles pour chaque flux de déchets, bah, le personnel mettait tout dans un même sac et ça partait en incinération. Et de là, je me suis posé la question du pourquoi. Pourquoi ça se passait comme ça. Et en fait, moi, avant ce constat-là, j'avais fait une petite formation à l'entrepreneuriat d'un week-end. Et je pense que c'est là que j'ai été piqué, tu vois, parce que c'était un week-end, on faisait que coder, travailler sur des problématiques entrepreneuriales. Et ma première mentor, qui est toujours d'ailleurs coucou Laetitia, elle partait vraiment, en fait, bah, l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. Et il faut que tu observes dans ton environnement un problème qui n'est pas résolu ou qui est résolu à moitié ou que tu penses que tu peux mieux résoudre, tu vois. Et Mais je te oui, coupe 2 secondes. on va dans ça dans tous les sens, c'est Non, ça? non, c'est très Ok, bien, mais ouais. je pense que tu nous dis pas tout. D'accord. Parce que je me souviens que tu m'avais il y a un moment, il y a quelques années, Ouais. présenté une application Ouais. pour les restaurateurs. Ah ouais, 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 ouais. Bah écoute, ça c'était, bah voilà, regarde, avec C'était Laetitia. avant Neurogreen. C'était avant Neurogreen et c'était la rencontre avec Laetitia justement, ce week-end où il fallait coder et développer une solution. Et ouais, c'était vraiment avant Neurogreen et c'était ma rencontre avec Laetitia. Durant ce week-end, la problématique que moi je pensais et que j'avais vue, c'était que bah, on est à Mons, tu vois. Bah, à Ouais. Mons, les jeunes aiment bien faire la fête le vendredi soir. Et je savais qu'il y avait le concept d'happy hour, mais il n'y avait pas pour moi à l'époque de app qui permettait bah, très rapidement, tu sors au soir. Il y avait je ne sais plus son nom, je ne sais plus si tu t'en rappelles. À l'époque, Je sais plus c'était quoi, mais en fait ça c'était pas ressemblait bar-resto. ouais, un truc du style. Mais en gros, Et ça, toi, ton appli, ça s'appelait comment? moi c'était Happy quelque chose, Happy, je sais plus. Je sais plus. Happy. Happy quelque chose. Happy Et quelque chose. tu avais commencé ça avec quelqu'un, tout seul? Tout C'était ton seul. idée? Ouais, c'était tout seul. Et en gros, ce que je voulais faire, c'était vraiment un genre de Google Maps à partir de l'endroit où tu es, tu vois quels sont les happy hours les plus proches. Et Ah, tu peux d'accord. te Mais diriger je vers. pense que maintenant, il y a une appli qui fait ça. Ils ont sorti Mm. ça, tu te souviens? Il y a un Américain, Anthony, qui. Ah ouais, t'as pas de micro, toi, du coup. Ouais. Ouais, non, C'est pardon. possible, c'est possible. Ouais. Un truc que j'ai. Et pourquoi. Oui. Pardon? Celui-ci? Plus haut? Encore? Moi, tu m'entends bien? C'est parfait? Ok. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi j'ai arrêté le Ouais, projet Happy? pourquoi tu as arrêté? Est-ce que ça a marché? Ça a pas marché? En fait, un projet comme ça, enfin, de ce que j'ai appris, et je pense que c'est une bonne pratique, c'est commencer par une étude de marché. Du coup, il faut rien coder, faut rien faire, tu fais rien, tu vas voir les personnes qui sont
les plus concernés. Et du coup, c'était les bars pour moi, tu vois. Ouais. Et c'est là que je t'ai dit, ouais, viens, Anthony, il faut qu'on se pose et qu'on parle. Et du coup, là, je faisais une étude de marché, c'est-à-dire j'allais voir différents bars et j'essaie de cibler la problématique. Je voyais aussi en termes de concurrence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des solutions qui existent. Et ça, il faut partir du constat en fait qu'on est 7 milliards. Ouais. C'est impossible qu'il n'y ait personne d'autre qui ait pensé avant toi et qui ne l'a pas appliqué. Mais moi, je pense toujours, on est 7 milliards, mais on est tous uniques aussi. Et du coup, tu peux toujours apporter ta touche. On est peut-être dans une zone géographique où le concept n'est pas là, etc. Mais il était peut-être Dis-moi. pas là à ce moment-là, parce que moi, Ouais. je me souviens que ce qui m'avait dérangé, parce qu'il y a d'autres applis qui n'existaient pas encore, Mhm. et les applis ne demandaient pas encore de payer. Ouais. Et donc, tu étais le premier à faire une sorte d'abonnement Ouais. où le restaurateur il devait s'abonner Ouais. à l'application. Et à ce moment-là, je me souviens que ça m'avait un petit peu dérangé, Mhm. alors que maintenant, c'est devenu totalement C'est normal. mainstream. Je pense que c'était plus l'époque qui. Ouais. Ouais, je pense que c'était, allez, peut-être l'époque, comme tu dis, c'était un concept nouveau. Ça, c'est toujours la difficulté quand tu apportes des concepts nouveaux, et surtout en termes de business model. Parce que ça, moi, des principes aussi que j'ai appris, c'est que si les gens ne payent pas, ça n'a pas de valeur en termes entrepreneurial. Là, je parle vraiment Ouais, d'accord. business entrepreneurial. Il faut vraiment que les gens se disent à un moment, OK, je vais sortir de l'argent de ma poche. Si je fais ça, ça veut dire vraiment que ça m'apporte de la valeur. Et du coup, moi, c'était dans mon étude de marché, c'était un point très important, c'était de me dire, confronter le client, tu vois, Ouais. lui dire, OK, est-ce que je crée assez de valeur pour que tu puisses souscrire un abonnement. Et du coup, je crois très peu donc, aux trucs très gratuits, mais dans le monde entrepreneurial, encore une fois, tu vois. Ouais, tu penses que si c'est gratuit, c'est pas intéressant Si c'est gratuit, en fait, à partir du moment où tu payes pas pour un truc, tu n'y accordes pas d'importance. tu peux y accorder de l'importance, mais le pas de commencer à payer pour un truc que tu n'as jamais payé, tu vois, c'est très Ouais, compliqué. Hein. c'est très compliqué. Psychologiquement, c'est très dur, même en termes de marketing. Généralement, quand tu fais, par exemple, ici, dans ton cas, des plats à un prix peut-être très bas, tu vois. Ouais. Au départ, tu fais pour amener des gens, tu fais des. Ouais, vas-y. Attends, je Ouais, m'excuse. pas de souci, hein, vas-y. C'est quoi le problème? Ah ouais, Ouais, t'inquiète. mais c'est rien, on va juste revenir à Neurogreen, Ouais. parce que j'avais une question par rapport Yes. à ton parcours et tes études. Mhm. Est-ce que pour quelqu'un qui est un petit peu perdu dans son parcours scolaire, Ouais. est-ce que tu penses que ces études, ça a une importance? Moi, ce que j'entends sur Internet, souvent sur des vidéos YouTube, souvent tu entends j'ai perdu mon temps à l'école. Mm. Et c'est un peu le message qu'ils font passer sur Mm. Internet. Est-ce que tu as la même idée, toi, de ce message? Parce que j'ai quand même l'impression que Ouais. ça t'apporte énormément. Ouais. Peut-être qu'eux, ils ne le voient pas après quand ils ont commencé leur business et ils se Mhm. sont dit merde, j'ai perdu du temps en faisant ça. Mais je pense que c'était quand même important. C'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je pense qu'on ne perd jamais de temps à se former. Et moi, je continue à me former tout le temps, que ce soit des formations ou même en cours du soir, tu vois. Je pense déjà, on ne perd jamais son temps. Du coup, si tu es à l'école, tu ne perds pas ton temps à aller à l'école, il faut être instruit, etc. Maintenant, est-ce que ce que tu apprends à l'école, tu pourras l'appliquer de manière texto au monde réel? Je pense que tout le monde, même les jeunes travailleurs, savent que non. Tu vas apprendre sur le tas, il y a plein de choses, des codes, même de la matière pure, que tu vas devoir continuer à te former. Du coup, pour moi, en fait, il ne faut pas prendre l'école en mode je vais à l'école et avec tout ce que j'ai appris à l'école, je pourrais créer des choses, je pourrais lancer mon business. Maintenant, tu as des formations, par exemple, moi j'ai des amis qui sont boulangers ou bouchers, et s'ils ne font pas leur formation à l'école de boulangerie-boucherie, ils vont aller nulle part, tu vois. Ouais, Et exactement. du coup, pour moi, tu as besoin d'être formé pour créer, parce que, encore une fois, on revient à la valeur que tu crées pour les gens. Si tu n'as pas des skills, des hard skills, en fait, qu'est-ce que tu vas apporter aux gens, quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu appelles des Hard skills, c'est, allez, tu as les soft skills, c'est plutôt des choses où tu n'as pas vraiment besoin de formation, parler aux gens, l'empathie. Ça, c'est D'accord. des soft skills, c'est des choses que
tout le monde peut apprendre un peu sur le tas. Et les hard skills, c'est vraiment des choses où tu as besoin d'être formé, suivi par un professeur, une formation. Être cuistot, par exemple, pour moi, c'est une hard skills parce que c'est un art, tu as une formation. Être ingénieur, être informaticien, c'est des hard skills parce que tu as besoin d'être formé, tu as besoin d'avoir une manière de penser spécifique. Du coup, ça, c'est des hard skills. Et du coup, pour moi, quand tu crées de la valeur aux gens, généralement, c'est des hard skills que tu donnes. Tu vois. Et les soft skills, ça te permet de chercher des clients, de montrer ton concept, parler. Ton concept, ça, pour moi, c'est des soft skills. Mais in fine, les gens, ce qu'ils achètent chez moi, c'est des machines de tri. Chez toi, c'est des bons plats. Et pour ça, tu as besoin de compétences très solides. Quoi. Exactement. Donc, ce qu'on peut leur conseiller à certaines personnes qui sont perdues dans leur parcours scolaire, c'est de continuer. Moi, d'arrêter. Alors, si elles sont perdues, il faut que, quand on est perdu, il faut se poser déjà de un et se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais ça? C'est quoi la finalité? Qu'est-ce que je veux en faire? Parce que c'est bien d'avoir un diplôme, mais il faut savoir ce que tu veux en faire, où tu veux aller avec ce diplôme. Et je pense que c'est des questions fondamentales qu'il faut se poser. Si on est perdu, c'est une opportunité de se poser. Et, toi, tu as appris ça pendant ton parcours scolaire parce que tu as rencontré des personnes qui t'ont inspiré ou parce que tu savais déjà à l'avance? Parce que personnellement, moi je jamais su ce que... En faisant mes études, j'ai jamais su ce que je voulais faire. D'ailleurs, je sais toujours pas ce que je veux faire. T'as remarqué? Moi, je pense que la vie, c'est... Allez, je pense que c'est une utopie. Allez, parce que les gens, ils ont généralement l'idée que les entrepreneurs, même ce qu'on voit. Et moi, je trouve c'est dommage de beaucoup clamer tout ce qu'on appelle passion. On dit, ouais, tu dois lancer un business, tu dois être passionné par ce truc, ce mot. Ça veut tout et rien dire. Pour moi, c'est... parce qu'on voit aussi les exemples, souvent ils les donnent, de Mark Zuckerberg ou les grands qui ont réussi, qui n'ont pas leur diplôme, qui te disent au final, ouais, mais en fait, c'est pas si important. Mais en fait, quand tu es dans la vie, tu te rends compte que oui. Tu sais, on en parlait en off, mais même... En fait, Mark Zuckerberg et même tous les GAFA, il faut se rendre compte que c'est des exceptions, tu vois. Et on est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, c'est-à-dire on prend des exceptions et on en fait des règles générales. Tu Exactement. Vois. Pour moi, c'est une dinguerie parce qu'il y a plein de strates à l'entrepreneuriat. Ça dépend aussi de ton lifestyle. Moi, pour rien au monde, je voudrais le style de vie de Mark Zuckerberg, tu vois. Pour moi, je trouve que c'est un enfer parce que, allez, toute ta vie, c'est ton business, quoi, tu vois. C'est ça, exactement. Après, c'est des choix personnels, tu vois. Ça, c'est des choix personnels. Quel style d'entreprise tu veux monter? C'est tout un chacun, mais je pense qu'il ne faut pas prendre cet exemple et en faire des règles par rapport à la passion. Tu n'es pas obligé de savoir ce que... Allez, quand tu es perdu, je pense qu'il faut te dire où est-ce que je vais être dans 3, 4 ans, 5 ans. Après, ça devient, tu es en train de lire l'avenir, tu es en mode Madame Irma avec sa boule de cristal. Tu arrives à visualiser, toi? Non, pas du tout. Pour moi, à 10 ans, j'arrive pas. À 5 ans, oui, parce que je dois avoir des perspectives pour ma boîte, etc. Mais au-delà de 10 ans, il y a 10 ans, je ne savais pas que c'est trop flou. C'est trop flou. D'ailleurs, c'est une de mes questions. Dans 10 ans, la poubelle intelligente, c'est quoi? Alors, la poubelle intelligente, c'est quoi? J'en sais strictement rien. Pour moi, en fait, Neurogreen, j'avais cette problématique d'éducation au tri. Donc, j'ai vu qu'il y avait un vrai problème pour que les gens trient correctement. Et ce que j'ai fait de Neurogreen, et ce que je vais en faire actuellement, c'est vraiment créer un outil pour éduquer les gens aux différents tri des déchets dans les endroits les plus sensibles où je crée encore le plus de valeur, tu vois. Ça, c'est ce que je vais faire avec Neurogreen. Et puis, j'ai vu d'autres problématiques. Il y a d'autres déclinaisons de ma machine, notamment dans le monde hospitalier, où, en fait, si tu veux, les gens, ils sont dans leur chambre, des patients, ils ont leur plateau repas. Et en fait, généralement, dans un chambre d'hôpital, tu n'as pas de poubelle de tri, tu vois. Tu n'as pas de poubelle de tri, et à raison, parce que tu as beaucoup de lits, tu vois. Et si on faisait des poubelles de tri, le personnel d'entretien, tu imagines le travail colossal, quoi, tu vois. Et parce qu'il devrait se ramener avec 3 bacs, prendre les 3 bacs, vérifier, etc. Et ce qui se passe... Je ne sais pas si on l'a fait au début, mais pour bien expliquer aux gens qui n'ont pas compris le concept du tri. Donc, c'est bien une poubelle intelligente qui va trier à ta place tes déchets. Alors, on peut dire ça comme ça? Au départ, c'était ça. En fait, dans un projet entrepreneurial, c'est très rare que ce que tu as commencé, ce que tu as imaginé, ça soit dans un an, ça soit toujours pareil, tu vois.
Et c'était ça, en fait. Au départ, je m'étais dit, écoute, il y a un problème de tri, je vais créer une poubelle automatique qui va trier pour les gens. Ce que je me suis rendu compte, c'est pas ce que les clients voulaient. En fait, mes clients... Je m'excuse, Ouais, mais oui, hein. ouais, Parce que ouais, moi, je sais quand je vais dans ouais, une grande surface, ouais. tu as des poubelles. Et- Même le fait ouais, de choisir ma poubelle, ça m'énerve. ouais. J'ai Donc là, t'expliqué. Ouais. tu fais le travail à ma place. C'est Donc ça. ça m'arrange dans un En sens. fait, dans mon esprit, quand j'ai commencé ce projet, je pensais remplacer toutes les poubelles par des poubelles intelligentes Neurogreen, tu vois. Et on revient à tu vois, toutes les questions de budget. Et même, en fait, il faut, pour bien comprendre la problématique, toi, ce que tu veux, quand tu mets des poubelles, c'est que les gens trient correctement, parce que ça, déjà, ça améliore ton image de marque environnementale. Ça Exactement, peut même ouais. diminuer tes coûts en termes de traitement des déchets, parce que les sacs sont pas au même prix. Du coup, le client, il veut cette finalité. Il veut, du coup, là, il met déjà une stratégie en place en mettant différents îlots de tri. Le problème, c'est que quand la personne se trouve devant l'îlot de tri, elle hésite, comme tu dis. Tu vois. Exactement. Du coup, la vraie problématique, c'est cet automatisme que les gens n'ont pas au niveau du tri. Et surtout, en fait, que si on veut remplacer toutes les poubelles par des poubelles Neurogreen, en termes de coût, ça ne va pas le faire. Et surtout, comme je t'ai dit, ils sont déjà en train de mettre quelque chose en place. Toi, entrepreneur, tu ne vas pas dire, OK, tout ce que vous avez mis en place, les poubelles, la communication, on va jeter. Non. Toi, ce que tu vas faire, c'est, je vais vous aider à atteindre votre objectif plus rapidement. Du coup, vous avez déjà des poubelles de tri, mais moi, ce que je vais faire, c'est je vais venir sur votre site et mes clients à moi, c'est des très grands sites, c'est des administrations publiques, c'est des hôpitaux, c'est des salles omnisport. Par exemple, ici à Mons, c'est salle omnisport à Couem. Tu vois, du coup, c'est des sites où tu as vraiment beaucoup d'espace. Et donc, on ne va pas remplacer toutes les poubelles par des poubelles Neurogreen. On va en mettre une ou deux à des endroits stratégiques. Et le dernier modèle, en fait, c'est un modèle qui t'éduque. C'est-à-dire, tu te retrouves devant ma machine et tu as différents trous avec les différentes fractions. Et quand tu insères ton déchet, là, la machine elle va te dire si tu t'es trompé et quelle est la nature de ton erreur de manière visuelle et audio. Et elle supprime les erreurs de tri pour ne pas polluer les gens qui ont bien trié. Tu vois. Ça, c'est vraiment la il dernière. existe déjà dans des grandes surfaces des machines, des poubelles Neurogreen qui Oui. font le travail à ta place sans spécialement t'éduquer. Alors oui, ça c'était les premières versions, c'est-à-dire mes premières machines que j'ai vendues, c'est des machines complètement automatiques, tu mets ton déchet et là elle va trier complètement ton... Mais pourquoi tu as séparé le service et le fait d'éduquer les gens? En fait, la première version, elle éduquait, c'est-à-dire qu'elle donnait l'information, mais pour mes clients, ils préféraient cette seconde version. Il faut suivre tes clients, tu vois. Ils préféraient cette version parce que pour eux, ça amplifiait l'éducation. Donc, c'est ce qu'ils essaient de faire, tu vois, éduquer les gens au tri des déchets. Là, tu t'adressais à... Donc, tes clients, c'est des... C'est des grands, en fait, c'est des sites qui ont un très grand transit de personnes. Et quand je dis très grand, il faut 300, 400 personnes qui transitent sur le site. D'accord. Et où il y a une grosse masse de déchets il y a une grosse masse de déchets. Il y a vraiment différents îlots de tri sur le site. Et dans ce type d'endroit spécifique ou des gros événements, bah, c'est pertinent de... Donc, on peut dire que dans 10 ans, Yes. Neurogreen, ce sera de l'éducation au tri, ou des poubelles encore plus intelligentes. Alors, ça, c'est un premier modèle que j'ai développé. Et le second modèle, je parlais de l'hospitalier. Là, c'est pour en fait automatiser le tri de tous ces plateaux repas qui reviennent en cuisine centrale pour pas que ce soit au personnel de le faire. Parce qu'actuellement, c'est le personnel qui sont en charge. Mais là, c'est complètement automatique. Et là, c'est vraiment un projet d'automation. Neurogreen, dans 10 ans, j'aimerais qu'on soit une référence pour tous les clients qui ont des problématiques de tri des déchets et qui pensent à Neurogreen. D'accord. J'ai perdu le fil. Ouais. Excuse-moi. Pour mettre Neurogreen en place, tu as fait ça tout seul. Tu as dû prendre des associés, tu as pris des employés. Comment tu as fonctionné? Jamais. Et ça, je pense que c'est un conseil que j'ai toujours appliqué, ne jamais rester tout seul. C'est-à-dire que tu peux démarrer ton projet chez toi dans ta chambre, et c'était mon cas, tu vois. Mais j'ai été toujours accompagné par des structures d'accompagnement. C'est quoi des structures d'accompagnement? C'est des organismes, soit de l'État, soit de privé, qui vont t'accompagner sur les différentes phases d'un projet, comment le structurer, etc. Et puis j'ai eu aussi des moments où j'ai eu à
peut-être m'associer, mais ça s'est jamais fait. Donc il y a 2 personnes qui voulaient s'associer avec moi. C'est des gens qui t'ont contacté, Ouais. qui ont su ce que tu faisais, ou c'est toi qui les as contactés? Ça a toujours été des gens qui m'ont contacté. C'était des connaissances, des amis, tu vois, de la fac, ou même que, euh, sans citer leur nom, tu vois, c'était des potes, etc. Et les Qui 2 avaient cette même idée que toi d'aller dans un parcours entrepreneurial, ou bien ils Ouais, les aimaient deux. ton projet et Les 2, ils voulaient. En fait, c'était 2 personnes qui étaient très business, mais qui n'avaient pas forcément d'idées. Et puis, ils ont vu ce que je faisais. C'était une époque où j'avais une petite exposition au niveau de la presse. Et du coup, le projet avait un peu de lumière dessus. Et du coup, ces 2 personnes m'ont contacté. Et dans les 2 cas, ça ne s'est pas fait au feeling parce que euh, quand tu t'associes avec quelqu'un, c'est comme un mariage. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. exactement, parce que Ouais. typiquement, ce qu'ils vont faire les gens, Mm. ils vont avoir une idée, Mm, ils mm. vont croire que leur idée Ouais. c'est la meilleure au monde. Ouais. Ils vont attraper un ami ou un membre de la famille. Ils vont dire ouais, viens avec moi, on va faire quelque chose. Ça, Euh, du coup, c'est une ça... bonne chose pour toi ou c'est une erreur? Non, non, non. Pour moi, en fait, c'est comme un mariage. Tu vois, un mariage, ça peut être une bonne chose comme une erreur. Tu vois, c'est un choix crucial à faire, mais ça peut avoir des bons fruits. Tu vois, et moi, ça s'est pas fait parce que je sentais à un moment T, j'avançais un peu et on n'était pas alignés. Tu vois, et ça, actuellement, par exemple, j'ai un associé au niveau de la boîte et on est complètement alignés. Ça veut pas dire que allez, enfin, tu vois, l'amour fou, j'allais dire l'amour fou, mais ouais, au départ, si, parce que voilà, on se dit, oh, on est vraiment alignés, on arrive à avancer rapidement. Puis il y a des couacs, etc. Cet Ouais. alignement, vous l'avez découvert en avançant ensemble? On avance ensemble, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à travailler directement. Enfin, lui, il a une casquette très business. Et du coup, on m'a mis en contact, il avait son réseau, mais sans formaliser le truc. D'accord. Et puis on a formalisé les choses et il est rentré dans Neurogreen, quoi. D'accord. Comment on choisit un associé alors? Comment on choisit bah, Il te tombe dessus ou tu peux aller chercher. Moi, parce que c'est ouais. pas vraiment non plus un employé. Ouais. Vous avez des employés d'ailleurs chez Neurogreen? Le premier employé vient le mois prochain. D'accord. Le tout premier employé vient le mois prochain. Puis j'ai travaillé aussi avec des freelances et je travaille toujours avec des freelances aussi sur différents sujets. Comment on choisit un associé? Bah, allez, moi, j'aime beaucoup l'analogie du mariage, hein. C'est-à-dire qu'un mariage, bah, soit tu peux tomber sur la personne dans la rue ou elle peut entendre parler de toi sur les Ouais, réseaux. le mariage, Ouais. avant de se marier, Ouais, vous restez un petit moment quand même Ouais. ensemble. c'est ça. Là, associé, Bah, moi, je conseillerais de rester un petit moment ensemble. C'est-à-dire que moi, mon associé, comme je t'ai dit, on n'a pas formalisé les choses. On ne s'est pas marié directement, tu vois. d'accord. On a parlé, on a échangé, on a été boire des verres, tu vois. On a été boire des verres, Ouais. on a fait un premier meeting à 2. Et même ça m'a conforté dans l'idée, c'est quelqu'un qui peut se donner avant de demander, tu vois. Il s'implique dans le projet, alors que peut-être que du jour au lendemain, je vais dire, bah écoute, Tu as remarqué chez lui des qualités voilà, qui qui pouvaient être essentielles pour c'est la ça boîte. pour Neurogreen, ce que je sentais qu'il pouvait vraiment faire avancer. Et surtout, il a un esprit associé. Il faut distinguer un associé d'un employé, dans le sens où la manière dont tu travailles pour ton projet, il ne faut pas t'attendre à ce que tes employés travaillent de cette manière-là. C'est tout à fait normal, tu vois. Toi, c'est ton bébé. Ta babysitter va s'occuper de ton bébé pendant X temps. Il ne faut pas t'attendre qu'elle est chez elle. Je sais pas, à 3 c'est heures, ça. t'appelles. Tu vois. Et comment est-ce que vous travaille séparez les tâches? Bah alors, on sépare, on fait beaucoup. Chacun a son domaine de compétence ou bien Non, on échange sur quasi tous les sujets. Moi, je trouve ça important, même si lui, il a la casquette business, moi, j'ai la casquette très technique. Je trouve c'est important d'échanger sur tous les sujets. Puis moi, comme j'ai dit, il faut toujours apprendre. Et moi, je ne suis pas business developer, mais allez, c'est moi qui ai envoyé les premiers mails, les premiers appels, c'est moi, les premiers meetings également. Et lui m'apporte la rigueur, du savoir-faire là-dedans. Et on échange sur tous les sujets, mais je respecte son autorité en mode... s'il doit prendre le lead sur le côté commercial, même si je comprends pas tout, tu vois, même si en fait, il faut faire l'effort d'essayer de tu fais comprendre un minimum, confiance mais tu dois faire confiance. Voilà, à un moment, tu peux pas faire du micromanagement avec tes associés, tu vois, et du coup, il faut laisser. Exactement. Et donc, rappelle-moi, Mhm. Neurogreen, ça a commencé quand? Donc Neurogreen, c'était un projet qui a commencé en 2017-2018. Et comme je t'ai dit, je suis donc été étudiant entrepreneur. Puis je suis passé à complémentaire, indépendant complémentaire. Ensuite principal. Donc, il y a plus ou moins 5 ans. C'est ça. Là, tu as 7. 27 ans. Ouais, 27.
Être le boss à 27 ans, Ouais. ça fait quoi? Être le boss à 27 ans. Euh, ça Est-ce fait que. c'est vraiment la vie dont on nous vend sur Internet? Non, que Je dalle. fais ce que je veux Que quand je dalle, veux. que dalle. Et tous mes potes entrepreneurs que je connais. En fait, il faut distinguer. Bon, moi, à ton podcast, on va être transparent. Il faut distinguer ce qu'on appelle le storytelling. C'est-à-dire que nous, entrepreneurs, on doit être doué pour le storytelling. Et storytelling, c'est quoi? C'est raconter une histoire. Ouais, Et c'est ça. tu dois raconter, tu dois vendre ton produit, ton projet. Tu dois raconter la meilleure histoire possible. Je dois faire rêver. Tu dois faire rêver. C'est ça. Tu dois faire rêver, mais rester dans le réel, mais faire rêver. C'est du marketing. Fais-nous rêver, Carlos. Bah ouais, je pourrais te faire rêver, tu Raconte-nous. vois. Je pourrais te faire rêver et te dire qu'effectivement, là, j'ai mon employé, j'ai mes bureaux, je gère mes horaires. S'il y a des jours où je ne veux pas travailler, je ne vais pas travailler, effectivement, tu vois. Et ça peut te faire rêver. Je m'arrête là. Tout à fait. Tu es en train de rêver. Exactement. Mais la coulisse, c'est quoi? C'est je ne vais pas travailler, je ne suis pas payé. Je Exactement. suis indépendant, tu vois. J'ai un employé, c'est du stress. Parce que généralement, j'ai des charges fixes actuellement, tu vois. Mais tu peux dire maintenant je suis le boss parce que j'ai des employés, mais tu as des charges fixes. Et comme tu sais que ouais. tu as des Tu as responsabilités, des responsabilités, tu dois y aller. tu te mets Tu dois y d'autres aller. horaires encore plus peut-être Plus contraignants. chargé, tu vois. Moi, je compte pas mes heures, en fait, tu vois. J'ai mon salaire qui est fixe, il n'y a pas de problème, mais je compte pas mes heures. Mais être le boss, ça fait Ouais. des jaloux à 28 ans? Allez, moi, j'ai l'impression que je suis en train d'atteindre mes objectifs, ma vision. Et ça fait que bah, tu as l'impression que tu es le capitaine, quoi. Tu es le capitaine de ta vie. Tu as vu des gens s'éloigner des amis, de la famille? Ouais, fort. Ouais? Ouais, fort. Ah ouais, Pas carrément. la famille, non. C'est une impression ou Bah, en fait, allez, comme je t'ai dit, c'est comme quand tu deviens. Moi, j'adore cette analogie quand tu deviens parent. D'office, tu vas passer moins de temps avec des amis. Il y a des amis qui vont bien le prendre, il y a des amis qui vont mal le prendre. Et j'ai eu des amis qui, effectivement, ne comprenaient pas pourquoi je passais mes soirées dedans, pourquoi je sortais pas de temps en temps. Et c'est comme ça. c'est des gens qui sont éloignés? Mais c'est pas forcément de la jalousie. J'ai eu de la jalousie aussi. J'ai eu de la jalousie. Je te raconte un truc. C'était moi, ça me fait toujours rire parce que c'est rire et c'est triste aussi. Je sais pas, on parlait, j'étais avec des potes et si tu veux, mon projet j'ai eu pas mal d'articles, tu vois, du projet et je pense qu'il y a des gens qui pensaient que j'avais pété le million, tu vois. Ouais, Mais rien du tout. Tu vois, même quand tu le fais des levées de fonds, et là, je suis en train de préparer une levée de fonds. Après, peut-être il y aura un article, mais tu vas avoir des montants, tu vois. Et tu vas te dire, oh putain, il a pété le million, mais une levée de fonds, c'est du capital que tu mets dans ta société. L'argent qui est dans ta société, c'est pas ton argent. Ça, il faut comprendre aussi. Mais par rapport à la question de jalousie, c'était des gens qui me disaient, ouais, j'ai dit, ouais, vous êtes fiers de moi et tout. Enfin, ouais, on est fiers de toi, mais vas-y, redescends un peu. Descends un peu. Et tu vois, c'est. Parce que moi, j'ai pas l'impression que. Après, peut-être, j'ai pas l'impression que j'ai changé ou je suis devenu autant ou quoi. Mais tu as des gens, effectivement, qui me disaient, ouais, redescends, t'es dans le quartier, tu vois, t'es encore là et tout, t'es avec nous. Voilà, quoi, tu vois, et c'est dommage, tu vois. C'est dommage vrai, parce c'est qu'on dommage. pourrait s'inspirer tout un chacun et aller level up chacun, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que tu penses que c'est un inconvénient d'être, pour reprendre ma phrase, d'être le boss, d'être patron à 27 ans? C'est quoi pour toi les inconvénients? Ça peut être un des inconvénients ou Ça peut être un inconvénient dans le sens où les gens, comme tu dis, tu vois comme un boss. Et du coup, tu as cette image du boss, justement. Le boss, c'est ça, infaillible. Le boss, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Le boss, c'est. qui doit tout savoir? C'est, ouais, et comme je t'ai dit, il y a des gens qui pensent que j'ai pété le million, tu vois, et que dalle. Et donc, c'est des inconvénients en termes d'image que les gens ne voient plus que cette image-là et que ils creusent pas le Carlos, quoi, tu vois. Ouais, ils ne voient pas la personne. Ils ne voient pas la personne, ils voient, comme tu dis, le boss, entre guillemets. Surtout parce qu'on est en Belgique ici. La mentalité ici des gens, ils n'aiment pas trop les patrons. Hein. Non, ils n'aiment pas le patron. Moi, j'ai on n'aime beaucoup pas parler d'amis, d'argent. Ils détestent les patrons. Ouais. Tu vois le patron comme le gars qui est là, assez souffrif. C'est ça. Et c'est dommage, c'est dommage. Ouais. C'est le plus grand inconvénient que c'est le plus grand en termes d'image, effectivement. Pour moi, c'est le plus grand inconvénient. d'être associé à quelqu'un de mauvais. Comment ça être associé à quelqu'un? Tu as une mauvaise image, certains peuvent t'associer à quelqu'un de mauvais en tant que patron. Ouais, quelqu'un de mauvais, puis avoir tous des stéréotypes par rapport au patron. C'est ça. Et du coup, travailler à partir que de ça, quoi.
Je pense que c'est le plus gros mauvais point que je vois. Et le plus gros bénéfice? Le plus gros bénéfice, en fait, allez, une lame à c'est double tranchant parce que le plus gros, tu sais, quand les gens disent que t'es le boss, ça t'ouvre aussi des portes, en fait. Ça t'ouvre des portes, ça t'ouvre des opportunités. Le podcast qu'on fait là, si tu n'avais pas vu le truc, j'ai rencontré des gens que j'aurais pas pu rencontrer, fait des restos, j'aurais pas pu faire, clairement. Je te donne un exemple. Moi, j'avais jamais fait de resto étoilé et c'est parce que j'ai lancé ce projet, que j'avais été en contact avec une personne. C'était ouf, quoi, tu vois. On peut dire que le bénéfice, c'est de faire des choses que tu n'aurais jamais pu penser. C'est d'ouvrir des portes parce que tu as cette étiquette-là. Tu vois. D'accord. Et c'est le plus gros downside aussi, parce que tu as cette étiquette, les gens ils peuvent penser des choses négatives par rapport à toi. C'est pas un bénéfice de pouvoir faire ce que tu veux de ton temps ou c'est plus important encore Moi, je t'avoue qu'après, c'est peut-être parce que je suis au démarrage du projet, mais j'ai pas l'impression que je peux faire ce que je veux de mon temps. C'est-à-dire que j'ai des objectifs, j'ai des responsabilités et je peux pas gérer mon temps comme je veux. Allez, ici, j'ai pris des vacances et je l'ai pris comme je voulais. Tu vois, j'ai pas besoin de donner. Écoute, je prends des vacances. Ouais, c'est un bénéfice, mais pour moi, c'est pas le plus gros parce que j'ai pris une semaine sur un an, quoi, tu vois. Voilà, quoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf, quoi, tu vois. Mais c'est bien quand même. Parce qu'il y a des jours, effectivement, j'ai pas envie et je le fais pas, quoi, tu vois. D'accord. Il y a des jours, j'ai pas envie, je le fais pas. C'est un réel bénéfice. Ouais, c'est un réel bénéfice, ouais. Neurogreen, ouais. Vous avez des concurrents? Ouais, Neurogreen, tout le monde a des concurrents. Dès que tu démarres un projet, aussi innovant soit-il, tu as des concurrents. Et même les poubelles classiques sont mes concurrents. Tu vois. Du coup, non, j'ai. Comment est-ce que vous gérez la concurrence? Il y a quoi? Je la gère pas. Tu sais pas gérer la concurrence, surtout à nos stades. Parce que j'entends beaucoup font des analyses SWOT. Oui, ça, oui. Non, en fait, vous avez fait ça? Oui, clairement. Non, j'ai fait des analyses SWOT. Je continue à me tenir. Bon, ouais, en fait, ce que j'appelle gestion, en fait, c'est oui, je continue à me tenir au courant des projets qui se lancent, des concurrents, des nouveaux concurrents, sur quel marché, etc. Et c'est tout ce que je fais. Parce que tu peux effectivement faire des trucs beaucoup plus poussés que ça. C'est-à-dire vraiment faire une veille avec quelqu'un qui est dédié à ça. Et les plus grosses boîtes font ça. Font des veilles, font ce qu'on copie. Mais moi, je n'ai pas les moyens de faire ça. Du coup, moi, je fais mon analyse SWOT. Elle est là. Je vois qu'ils sont là. Mais le marché est tellement grand. En fait, si tu peux perdre du temps, à te consacrer à la concurrence. Donc, passer tes journées, il y a un nouvel article sur tel concurrent. Ou alors chercher des clients. Tu as 24 heures. Exactement. Moi, je préfère aller chercher des clients, tu vois. Tu déclares pas la guerre à tes concurrents? Non, de toute façon, frère, j'ai pas les moyens de faire la guerre, tu vois. J'ai pas les moyens de faire la guerre. Et, tu n'as pas utilisé la formation marketing de... Non, là, je suis dans ce qu'on appelle... Comment s'appelle Stevie? Je sais pas si tu connais l'océan bleu, océan rouge. Pas du tout. Océan bleu, océan rouge, c'est une théorie en marketing qui dit qu'il y a des marchés qui sont rouges, c'est-à-dire des marchés sanglants où les gens ils se font de la concurrence, mais à l'euro près. C'est-à-dire ton concurrent l'a changé son truc à 5 euros, toi tu dois t'adapter. Ouais, ils se font la guerre littéralement. Quoi. La guerre, ça c'est un océan rouge. Et moi je suis dans un océan bleu. C'est-à-dire que on est sur une mer, t'as l'autre il est dans son île, mais moi je suis dans l'île Belgique et j'ai pas de concurrent belge. Tu vois. Par exemple sur le créneau des machines intelligentes. En Belgique t'en as pas? J'en ai pas. En Pologne j'en ai un. Au Canada j'en ai 2. Aux States aussi. En Chine j'en ai un. Mais voilà. Ils font littéralement comme toi du tri? Qui font des machines de tri, pas dans ce que comme je fais, mais c'est des concepts similaires, quoi, tu vois. Similaires. Un client, tu vas pitcher nos 2 projets, il pourrait se poser la question chez qui j'investis. Tu comprends? Par exemple, moi, j'ai une opportunité au Canada. C'était une opportunité intéressante où c'était une ville qui cherchait des moyens pour améliorer l'éducation au niveau du tri. Du coup, elle a fait un benchmark d'abord au Canada parce que c'était le plus proche, puis aux States. Tu peux nous expliquer ce que c'est un benchmark? Un benchmark, c'est quand, par exemple, toi, tu cherches un fournisseur, tu es en train de faire des travaux chez toi, tu vas voir quel fournisseur dans la région est capable de me fournir ça. Tu fais un petit benchmark, en fait. C'est vraiment balayer toutes les solutions pour mon problème. Et du coup, la ville en question a balayé toutes les solutions qui existaient
au Canada, aux States, en Europe. Et du coup, elle m'a contacté également, tu vois, Neurogreen. Et c'était le concept qui lui plaisait le plus, quoi, tu vois. Là, c'est un dossier, on est en train d'avancer. On ne va pas le démarrer maintenant parce que ça peut paraître excitant et ça l'est, tu vois, de se dire qu'on a des opportunités à l'international. Mais il faut savoir que c'est des coûts également quand tu vas à l'international. Et beaucoup de sociétés sont vraiment cassées la gueule avec ça. J'en connais quelques-unes, sans les citer. À Mons, on fait faillite à cause de ça. Carrément Faillite à cause de ça. C'est-à-dire que ils ont pris une mauvaise décision à un moment T. Ils ont eu des opportunités à l'international. Et ils ont peut-être en fonction, ils avaient des moyens, mais ils n'avaient pas assez de moyens pour se faire l'international et faire le local, tu vois. Et ils ont saisi cette opportunité d'international, ils se sont retrouvés dans le rouge et le flux d'argent n'était pas assez pour, tu vois, faillite. Tu vois. Donc tu vas pas te lancer là-dedans pour le moment. Pas pour le moment. Ça se prépare doucement quand on même. est en train de préparer. Oui, non, clairement, c'est une opportunité qu'on va saisir, mais il faut avoir une bonne stratégie, il faut avoir les fonds, et surtout, il faut qu'on soit leader sur le marché belge. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de concurrent, du coup, de facto, tu l'es, mais ce que j'appelle leader, c'est vraiment avoir pignon sur rue. Que quand les gens ont une problématique d'éducation au niveau du tri des déchets, ils pensent Neurogreen. Et ça, je ne suis pas encore arrivé à ça, et c'est mon objectif. Donc vous n'avez pas vraiment de concurrents qui seraient prêts à vous attaquer sur le marché belge? Non, pas sur le marché belge. Non. Actuellement en tout cas. Actuellement en tout cas. Ouais. Les choses avancent très rapidement. T'as pas besoin de t'occuper vraiment de... Non, tu dois... En fait, moi ce que j'ai fait, c'est je fais une veille. C'est-à-dire dès qu'il y a des nouveaux articles, des trucs sur les réseaux sociaux qui apparaissent en termes... Et ça, je conseille à tout le monde, peu importe votre secteur, de mettre une veille en place. Et tu as des outils gratuits et payants qui te permettent... Google, c'est un outil gratuit qui te permet de faire ça. C'est-à-dire, dès que tu as un article qui sort sur ta solution qui est similaire, moi, je reçois ça dans ma boîte mail. D'accord. Et du coup, ça me permet de savoir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et j'actualise du coup mon analyse SWOT. Mais ça s'arrête complètement là, tu vois. Je fais rien d'autre. C'est une partie de ton travail qui te prend combien de temps plus ou moins? Non, ça me prend que dalle. C'est à tout casser 20 minutes par semaine, quoi. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Votre plus gros travail, c'est de trouver des clients. C'est de trouver des clients, c'est améliorer les solutions. Puis tu as toute la partie administrative. Actuellement, ici, mon gros travail, c'est gérer la levée de fonds. Parce que tu gères beaucoup de personnes, tu as les investisseurs, tu as tous les papiers administratifs, aller chercher des clients. Et ça, c'est le plus gros, c'est ce qui occupe le plus de temps. Et gérer la fabrication des machines également. Au départ, je sais pas si on c'est va... toi qui t'occupes aussi de ça? Au départ, je faisais tout, de A à Z. Au départ, tu faisais tout? De A à Z. Je faisais tout de A à Z. Je commandais les pièces, je faisais les circuits électroniques, je montais les machines. Vu que c'est ton domaine, tu sais gérer chaque secteur. Je savais me gérer, mais comme je t'ai dit, j'ai appris beaucoup de choses dans le tas, beaucoup de tutoriels. Vu que tu t'occupes des clients, tu as dû apprendre à vendre aussi? J'ai dû apprendre à vendre. Ouais, clairement. Comme je t'ai dit, les structures d'accompagnement, c'est bien parce que tu peux avoir des formations aussi également, mais tu vas apprendre dans le tas, tu vas faire des erreurs. Combien de fois j'ai envoyé des mails avec le nom d'une personne qui n'était pas le bon nom. J'ai dit bisous, tu vois, un client, tu vois. Tu vois, c'est n'importe quoi, mais c'est tout des trucs. Quoi, ça s'est mis automatiquement ou bien? Mais ouais, je sais pas, je parlais sur Messenger, puis j'envoyais un mail en même temps, et tu vois, je parlais, je dis bisous, je sais pas, tu vois, c'est des trucs, allez, c'est... je sais pas, je me rappelle une fois, je suis arrivé en rendez-vous, tu vois, j'étais en retard, tu vois, je transpirais et tout. Tu reprends de l'avance quand tu vas à un rendez-vous, prépare ton rendez-vous, sache chez qui tu vas dans son site web, le nom, tu vois, c'est tout des trucs, mais il faut l'apprendre, quoi. Faut l'apprendre, faut le vivre. Faut le vivre. D'ailleurs, en parlant de ça, j'imagine que tout n'a pas été rose tout le temps. Ouais, c'est quoi pour toi ta meilleur échec, ton meilleur échec? Mon meilleur échec, il y en a tellement. Qui t'a appris vraiment quelque chose? Alors, moi, j'avais reçu un conseil, justement, quand on parlait de Mark Zuckerberg, tout ça. Je pense qu'il a un credo qui est fake it until you make it. Je sais pas si tu as déjà entendu ça. Non, je n'ai jamais entendu. Fake it until you make it. Tu peux le comprendre en mode, c'est ce que j'ai fait ici quand je suis venu te voir. Tu vois, j'avais aucune app.
Je suis venu te voir et je t'ai dit, écoute, je pense à cette app, je pense que je vais faire ça, etc. Mais je t'ai vendu comme si tout était prêt, tu vois. D'accord. Du coup, ça, c'est un peu le fake it until you make it. Et le fake it until you make it, il y a des gens qui le poussent jusque t'as rien qui est prêt. Ça ressemble un peu du dropshipping. Tu vends des choses, mais tu les as pas encore, tu vois. D'accord, oui. Et c'est un conseil que j'ai appliqué. Et au départ, je vendais la solution alors que rien n'était encore construit, tu vois. Et ce conseil-là, C'est typiquement le conseil qu'on donne sur Internet. Hein. c'est typiquement, et je déconseille fortement, enfin, en fait, je conseille, tu peux le faire, mais il ne faut pas aller dans l'extrême. C'est-à-dire, tu peux le faire en mode étude de marché, mais après, il faut être transparent avec ton client dans le sens, il faut dire à quel stade tu es. Pourquoi ? Parce que moi, ça m'est revenu à la gueule dans le sens où j'avais vendu le concept, le client était chaud, mais la solution n'était pas prête. Du coup, j'avais le feu aux fesses. C'est pas mal d'avoir le feu aux fesses, mais quand tu as le feu aux fesses, parce que moi, mes clients, c'est du B2B, tu vois, c'est des grosses boîtes, et tu risques de te cramer, tu vois, par rapport à tes clients, il est en retard, il n'est pas pro, etc., tu vois. Ouais, surtout en B2B parce En que B2B. tu donnes quand même Ah. ta réputation. Et je je n'ai pas donné le nom de la société, mais c'est une société qui c'est des millions, tu vois. Ouais. Et c'est une opportunité que j'ai gâchée à cause de ce conseil, tu vois, parce que j'ai poussé le bouchon trop loin. D'accord. Et du coup, ça, c'est un échec commercial parce que ça aurait été une très très belle opportunité. Et donc, tous les conseils que vous entendez, même ici au niveau du podcast, les conseillers ne sont jamais les payeurs. Et du coup, tu écoutes un conseil, mais prends toujours ça avec parcimonie et essaie de voir c'est quoi les côtés négatifs de si tu appliques ce conseil. Donc, il ne faut pas appliquer bêtement et transparemment un conseil. Il faut vraiment le prendre avec parcimonie et te dire, OK, ce conseil, dans mon cas, si je l'applique, comment je l'applique et si je l'applique à fond, c'est quoi les conséquences, C'est etc. quand même difficile Sans le savoir. sans le l'avoir faire. fait. Ouais, clairement. J'aurais Parce jamais pu que le savoir. mes grands-parents m'ont donné plein de conseils. Ouais, C'est passé d'un côté, c'est sorti dans l'autre. Hein. c'est ça, quoi. Il faut vraiment le vivre. vivre. Pour, Toi, bah ouais, c'est des trucs, tu dis, ah ouais, il m'avait déjà dit ça, mais j'ai quand même fait l'erreur. tu vois. exactement. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que l'être humain Voilà, ouais. Ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, bah, c'est satisfaire un client. C'est quand ton client il est satisfait et tu vois que tu apportes vraiment de la valeur. Ça, je pense, pour un entrepreneur, il n'y a rien de mieux, tu vois. Il n'y a rien de mieux. C'est un contrat signé et voir que tu crées de la valeur, quoi. Tu vois, moi, par exemple, ici, je suis sur un dossier avec un hôpital et tu sais, la situation des hôpitaux sont un peu compliquées en ce moment, tu vois, avec l'inflation. Tu as tous les coûts fixes et un hôpital, ils ont énormément de coûts fixes. Et malgré ça, il y a un hôpital avec qui je suis en train de travailler pour implémenter Neurogreen. Ils sont à fond dedans, quoi, tu vois. C'est des gens, au départ, c'était ma vision dans ma chambre. Explique-moi une chose. Oui, pour chaque client, Ouais. Tu dois rentrer dans son univers. Ouais. Tu as appris à le faire tout seul. Ouais. Comment ça, rentrer dans son univers Pour comprendre un peu comment il La fonctionne. problématique. Oui, non, tu dois. Comment ça fonctionne exactement? Ça, c'est ce qu'on dit, de se mettre dans les chaussures de ton client. On parlait de hard skills, soft skills. Ça, c'est une soft skill et c'est de l'empathie. Tu dois parler avec cette personne. Tu vois, parce que moi, par exemple, si tu n'as pas d'empathie, mon projet, il n'aurait jamais bougé. J'aurais toujours vendu ce que je vendais au départ et j'aurais été nulle part. Parce que ce que j'avais en tête et ce que le client a en tête, c'est pas la même chose. Et on doit trouver le juste milieu, tu vois. Et du coup, effectivement, en fait, parce qu'on croit souvent que le client, il sait ce qu'il veut. Non. Alors qu'en fait... En fait, vous devez échanger, tu vois. Lui, il a une idée en tête, toi, tu as une idée en tête, et vous devez échanger. Et tu arrives à décrypter ce qu'il veut vraiment. Ouais, bah, c'est comme ça, en fait, que tu arrives à créer un projet entrepreneurial. Au départ, tu as une idée en tête, toi, tu as une idée en tête, tu as ta solution, mes machines de tri automatique, blablabla. Puis tu vas le voir, tu vois comment il fait les choses, dans quoi il dépense les budgets. Il faut suivre la trace de l'argent. Enfin, quand tu es en B2B, suivre la trace de l'argent. C'est-à-dire les gens, ils investissent dans des choses et tu dois voir dans quoi ils investissent, pourquoi ils investissent. Et si tu sais pourquoi ils investissent et qu'ils n'arrivent pas à avoir le retour qu'ils veulent, là, tu as une brèche, quoi, tu vois. C'est là que tu rentres. Et c'est... Quand j'ai vu cette brèche, en fait, qui dépensait des budgets pour l'éducation, ils n'arrivaient pas à éduquer les gens parce que les solutions d'éducation, c'est que des stickers, en fait, actuellement. Ouais, c'est ça. C'est que ça. Et du coup, là, j'arrivais avec une solution dynamique. En plus, ils peuvent avoir des statistiques sur les erreurs que les gens ils ont fait, combien d'erreurs, où ils ont fait les erreurs, quel type d'erreurs.
Et du coup, c'est bingo pour eux dans leur objectif d'éduquer les gens et de monitorer les erreurs pour faire des campagnes de sensibilisation beaucoup plus ciblées qu'actuellement. Et ça, tu peux le comprendre que si tu es empathique et que ton ego, il va pas mourir, mais il va prendre des coups. Mais j'arrive pas à m'imaginer. Par Ouais. exemple, si on reprend le cas de l'hôpital, Ouais. tu les suis une journée entière, tu fais quoi exactement? Dans le cadre d'un hôpital, c'est par exemple le premier hôpital avec qui j'ai travaillé, j'ai envoyé un mail, je fais écoutez, moi je fais des solutions pour le tri des déchets intelligents, etc. Et vous, je vois qu'il y a une problématique au niveau des déchets. Rencontrons-nous. Ben, juste, ça passe par un questionnaire. Non, du Juste, tout. tu leur poses des questions, tu Je- viens ou je- tu regardes carrément Je vais, comment ça en fait, fonctionne. le premier meeting, je vais sur site. Après, ça dépend à quel stade tu es. C'était au stade de l'étude de marché. Et là, c'est un projet. Comme j'ai fait avec toi, tu vois. Je suis venu te voir et j'avais mes questions. Et je suis rentré dans ton univers. J'ai voulu Exactement. comprendre comment les déchets au niveau du restaurant. Enfin, là, pour l'happy hour, c'est encore différent. Mais comment tu fais? Est-ce que toi, tu fais des happy hours? Est-ce que tu connais des solutions? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un retour sur investissement? Qu'est-ce que tu vends comme boisson? Est-ce que c'est pertinent pour toi de le faire? Du coup, je voulais rentrer dans ton univers sur comment toi tu gères tes happy hours, tu vois. Et pour ça, tu dois venir avec des questions et tu dois écouter. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà l'idée de l'app, mais je ne savais pas comment la faire, où l'orienter. De quoi tu as besoin en termes d'happy hour? Tu veux ramener du flux? Quel type de flux? Est-ce que tu veux que les gens s'assoivent et consomment ou ils prennent juste un happy hour et se cassent? Ça dépend de ta stratégie aussi. Et ça, tu peux le faire que si tu vas, tu t'assois et tu as cette compétence d'écoute. Et l'écoute, tu dois écouter et vraiment. Pas juste chercher à vendre ton produit. Voilà, et ça, je pense que c'est la pire des choses. Et les gens, je pense qu'ils le ressentent et de plus en plus. C'est les vendeurs de tapis, quoi. Tu viens avec ton tapis et prends mon tapis, quoi. Ouais, Tu vois. c'est C'est vraiment ça. Moi, je déteste faire ça. Moi, quand j'ai l'impression que je force. Après, c'est parce que peut-être je suis pas vendeur. J'ai pas de. Mais moi, j'aime bien. Par exemple, l'hôpital en question, ça matchait. En fait, elle a vu la plus-value. Et si tu veux, on va faire appel à un subside pour financer ces machines. Et elle est en train de défendre le dossier, mais comme si c'était son projet, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle voit la plus-value. Et je suis pas un forceur, en fait, tu vois. Ça, c'est génial. Et ça, tu peux le faire que si tu vois vraiment, tu crées vraiment de la valeur, quoi. Donc typiquement, si quelqu'un veut te contacter, Ouais. ça passe par un questionnaire, ça passe par Contacter dans quel cadre? si il a besoin de tes services. Ah oui, s'il a besoin de mes services, il passe par le site web et là, tu as un formulaire dans lequel il peut m'envoyer un mail et ensuite on peut avancer ensemble. Et là, tu te rends sur place. Et là, je me rends sur place, on fait un meeting et je vois un peu la situation, comment il gère sa stratégie au niveau des déchets, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place, quels sont les budgets, parce qu'il faut aussi la question des budgets importante. Et donc, à partir de là, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place, tu vois, pour. Et là, qu'il je ne atteigne savais ses pas. budgets. Donc, la région Wallonne qui donne les subsides Alors oui, si c'est FOS+, s'il y avait un appel à projet, grosso modo, ils finançaient des solutions pour améliorer l'éducation au niveau du tri. Et on est pile poil dedans. Et du coup, c'était des budgets qui allaient jusqu'à 25 000 euros. Ils ont mis ça l'année passée, cette année-ci. Probablement, ça se fera l'année passée. Et chaque année, il y a des appels à projet pour financer ce type de projet. Et du coup, voilà, c'est une solution. Le client pourrait avoir accès à un subside, effectivement, pour financer les machines. C'est le client qui fait la demande? C'est toi qui fais la demande? On fait à deux, c'est-à-dire qu'il doit introduire un dossier et je l'aide à introduire le dossier. On complète à deux. Parce que voilà, j'ai l'habitude de compléter ce type de dossier et ça va beaucoup plus vite. D'accord. Ouais. Donc pour l'instant, vous proposez uniquement à des grosses structures? Oui, en fait, c'est les structures qu'on peut aider, c'est des structures qui ont une stratégie qu'on appelle RSE, responsabilité sociale environnementale, et qui ont effectivement une certaine surface. Donc, il y a pas mal de public. Et si en fait ces structures-là, parce que si c'est une plus petite structure, type un petit bureau de 20 personnes, 15 personnes, peut-être ma solution ne sera pas pertinente parce que dans ce type de bureau, grosso modo, si vraiment les gens en interne ont envie de le faire, ils vont le faire. Parce que c'est des petites structures, les gens sont toujours les mêmes. Mais à partir du moment où tu arrives à une masse critique de 150 personnes qui transitent sur le site, 100 personnes, 200 personnes, le problème dans ces structures, c'est que même si tu as 80% des gens qui trient correctement et tu n'en as que 20
qu'il y ait une minorité qui ne trie pas correctement, le tout est envoyé en incinération parce que le taux d'erreur est trop important. Et donc, dans cette structure-là où tu as ce type de problème qui est lié au nombre de personnes qui transitent sur le site, Neurogreen est pertinent. D'accord, très bien. Un jour, Neurogreen se retrouve dans les foyers de tout le monde? Je pense pas. Je pense pas. À cause du coût? Parce que les gens ne sont pas assez éduqués sur le tri? Je t'avoue que par rapport à ça, je reviens toujours à la valeur que tu crées pour les gens. Déjà, en fait, il faut savoir qu'en Belgique, on est les champions du tri à domicile, mais vraiment européen. En Belgique? À domicile. D'accord. Ouais. C'est pour te dire, l'État, en fait, c'est chaos. Je te dis, c'est chaotique. En fait, dans le domicile, donc à la maison, on est, je pense, numéro 1 ou 2 au niveau européen de la qualité de tri. Dans le hors domicile, ça se fait pas. Il n'y a pas de qualité du tout. Donc, domicile, c'est la maison. Hors domicile, c'est tous les endroits publics, la rue, etc. Et donc, dans la rue, actuellement, ça ne se fait pas. Dans les endroits publics, etc., la qualité est généralement mauvaise. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est-à-dire que dans le domicile, comme la qualité est déjà correcte, même si effectivement, tu dois toujours éduquer, grosso modo, c'est la responsabilité des familles en fait, de le faire. Tu vois, c'est des petits. On revient toujours aux petites structures. Et quand j'ai analysé vraiment la problématique, je me suis rendu compte que quand tu as des petites structures, peu de gens, si tu as la volonté, vous allez y arriver. Tu as même des familles qui sont zéro déchet, tu vois, des trucs comme ça. Même si on trie dans les maisons partout, moi, ça m'emmerde de trier. Je sais. Ouais. C'est un geste qui n'est pas naturel en réalité. Exactement. Donc, y a peut-être cette valeur quand même ajoutée que tu pourrais apporter. Oui. C'est à savoir. En fait, il faut. Ça, c'est à analyser si déjà on atteint une masse critique de machines, tu vois. En fait, quand tu arrives à vendre beaucoup, tes coûts ils vont se réduire aussi. Exactement. Et du coup, des gens qui ne pouvaient pas se permettre avant d'investir dans Neurogreen. Mais ça n'a rien à voir avec le coût de l'intelligence artificielle, c'est le coût de production du. C'est le coût de production. D'accord. L'intelligence artificielle, c'est du software. C'est du software. Ça coûte pas si cher que ça. Non, c'est toi. Si, ça coûte cher. Ça coûte cher dans le sens où tu vas payer quelqu'un pour faire ton logiciel d'intelligence artificielle. C'est ça qui coûte cher. Ça reste, c'est du software. Quoi, tu vois. C'est comme un site web, en fait. C'est des lignes de code. C'est ça. Ouais. Mais c'est la machine qui coûte cher, c'est le produire. Et tu sais bien, surtout maintenant, on est dans une époque inflationniste où tous les coûts explosent. Et en fait, dans l'état où je suis actuellement, je ne suis pas un grand producteur, en fait. Tu vois. D'accord. Je suis une PME et du coup, je produis, mais je ne produis pas une masse comme si tu vois, les prix que tu vois, par exemple, pour un frigo, tu dis 600 € c'est cher, 700 € c'est cher, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est par rapport en fait si tu voulais produire toi-même, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Par rapport maintenant actuellement si je dois produire des frigos, mec, il faut sortir 2000 €, hein, 2000 €, 2500 € pour que je le produise et ça c'est prix de revient, tu vois. Et du coup en fait ces gens-là ils ont atteint une masse critique qui permet de réduire les coûts et que les gens soient abordables pour le domicile, tu vois. Si j'arrive à atteindre ce stade, effectivement, c'est une réflexion qu'on pourra se faire. Mais comme je t'ai dit, c'est des visions à 10 ans, ça, tu vois. C'est pas la priorité. Pour revenir à ma question, peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans. Tu as une sensibilité à l'écologie, du coup, ou c'est comme ça que tu en es arrivé là en même temps? Ou bien pas du tout? Alors cette question, tu sais, on parlait t'as vu une opportunité, tu t'es dit... tu vois, en termes de passion, en fait, j'en parlais avec c'était des jeunes, ils avaient en tête des projets, ils me disaient, mais moi en fait je suis pas passionné, et dans le podcast tel, j'écoutais qu'il fallait être passionné, qu'il fallait driver, et qu'il fallait penser à son projet, il fallait... Ça, c'est encore une fois, c'est du storytelling. Pour moi, en fait, tu as des gens, effectivement, ils sont passionnés, mais c'est une minorité. En fait, quand tu saisis une opportunité, tu as des gens qui sont passionnés et généralement, ils font des hobbies, en fait. C'est très rare que tu prends ton hobby et t'en fais une entreprise. C'est vraiment des minorités qui le font. Il y en a qui le font, ils arrivent à bien le faire. Mais par rapport à la sensibilité à l'écologie, oui, parce qu'en fait, il faut se rendre compte que nous, on est comme tu as dit, le tri, tu le fais, ça t'emmerde, mais tu le fais. Parce que, quelque part, en fait, nous, on est nés dans une génération où on a baigné dans les problématiques environnementales. On sait qu'il y a un réchauffement climatique. Très peu dans ma génération sont climato-sceptiques, tu vois.
Mais tu vois, dans d'autres générations un peu plus vieilles, tu as encore des climato-sceptiques. Moi, je trouve ça toujours ouf que des gens remettent en question le réchauffement climatique. Je t'avoue, parce que Ouais. quand tu regardes déjà, trier, ça m'énerve. Ouais. Je le fais quand même parce Ouais. que c'est vrai que c'est bien. Ouais. Mais quand tu vois que nos déchets finissent des fois brûlés Ouais. ou des fois envoyés sur une île en Chine ou C'est en ça. Inde, Ouais, ça tu te dis- démotive. tu dis oui, c'est bien de trier, mais il finit quand même, Tout à fait. il Ouais, finit ouais. quand même mal. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, tu vois. En fait, pour comprendre ça, le monde des déchets est un monde hyper opaque. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à avoir toutes les infos et comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passait, pourquoi elles mettaient tout dans un même sac et ça partait en incinération ou dans les îles, comme tu dis. En fait, un déchet, ça a de la valeur. Quand tu vois les déchets qui sont dans les îles ou même en Chine, en fait, les gens ils font du business sur nos déchets. C'est ça, C'est-à-dire que quand, par exemple, certains déchets métalliques, par exemple les canettes, tu sais les revendre. Tu sais. Moi, je suis un peu taquin, mais ouais. toi aussi. Sur le déchet. Oui, non, mais ça, non, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat. Non, j'ai très clair là-dessus. Pour moi, j'aurais eu beaucoup de mal à créer une assoce, une SBL ou quoi, tu vois. Je crois beaucoup au pouvoir. En fait, on est dans une société capitaliste. Je ne vais pas changer cette société capitaliste, je n'en ai pas le pouvoir. Tu vois. Exactement. J'ai pleinement conscience de ça. Et du coup, dans ces sociétés capitalistes, il faut dire ce qui est, les gens qui ont le plus d'impact, ce sont des gens qui ont créé des sociétés à l'échelle mondiale, tu vois, et ils ont un impact terrible sur nos vies. Facebook, c'est plusieurs milliards de personnes qui l'utilisent, tu Ouais, vois. tout à fait. C'est colossal, tu vois, l'impact que ça, des sociétés. En fait, pour moi, dans cette société dans laquelle on vit, si tu n'as pas des sociétés qui prennent des opportunités, qui font des choses avec nos problématiques, rien va bouger. Tu vois, rien va Exactement. bouger. S'ils peuvent pas nous aider et en échange gagner un petit peu d'argent, Ouais. ou même beaucoup. Moi, par exemple, moi C'est pas un problème, j'aurais forcément. créé une ASBL ou même une petite assos. Je pense pas j'aurais pu avoir l'impact que j'ai aujourd'hui, tu vois, auprès des hôpitaux, des administrations. Exactement. Si tu en tires pas toi-même un certain bénéfice. Ouais, j'arriverai pas à faire grossir le projet en fait. Ça va rester très micro, très micro. Les moyens que j'aurai, c'est pas les mêmes. Tu sais, parce que quand les clients me payent, je réinjecte dans la R&D, la recherche et développement, tu vois. D'accord. La recherche et développement pour créer de nouveaux produits, pour réinvestir. Recherche et développement que vous gérez vous en interne, En interne avec des partenaires aussi. avec des partenaires. Un partenaire également. Et du coup, pour moi, ça aurait resté très micro. Après, effectivement, tu as des trucs comme WWF. Tu vois, tu vois, c'est quoi un WWF? Non, pas du tout. C'est une ONG qui lutte pour l'environnement. Tu vois, c'est une ONG qui est mondiale, mais c'est des choses qui ont pris énormément de temps. Et moi, je trouve que le pouvoir du capital, c'est tu peux mobiliser du capital et aller très rapidement et avoir un impact colossal. Et si tu arrives à faire un truc rentable, Colossal et tout aussi Ouais. bénéfique pour la société. tout est fait bien. Tout le monde est gagnant. Tu vois. Tout le monde est gagnant. Tu alignes tous les intérêts. T'as des gens, ils veulent trier, ok. Toi, tu veux bien gagner ta vie, ok. Est-ce qu'on ne peut pas aligner nos intérêts? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve, avec l'entrepreneuriat, je trouve ça génial. Tu vois, tu peux vraiment aligner tous les intérêts. Exactement. Ouais. Bien dit. Et Mais je sais pas, j'ai répondu à ta question par contre, par euh, rapport à est-ce que j'étais sensible à. ouais, Non, je l'étais pas. Et j'étais pas sensible. En mode, j'allais pas aller dans des manifestations où j'étais pas quelqu'un qui. Tous les jours, tu vois, je m'assois, je lis des bouquins sur l'environnement, tu vois. Comme je t'ai dit, on est né dans cette génération-là, mais pour moi, c'était pas, tu vois, un truc essentiel en tout cas. essentiel, tu vois. C'est OK, on est là, il faut trier, faut faire attention, être tranquille. Mais en fait, quand j'ai vu cette opportunité, tu crées une passion. En fait, quand tu es dans une problématique et tu la travailles, comme tu as dit, je rentre dans le monde de mes clients. Exactement. En fait, je trouve même ça passionnant, en fait. Comme je t'ai dit, c'est un monde qui est opaque. Et j'en apprends tous les jours, tu vois. Et je trouve ça hyper passionnant. Et je me suis dit, mais en termes d'opportunités, c'est immense, quoi, tu vois. Et du coup, non, en fait, je deviens passionné par ce sujet parce que je travaille tous les jours. En rentrant dans la problématique des clients, tu es un peu comme, je sais plus comment on appelle ça. Les psychologues, ils disent qu'en écoutant les problèmes de leurs patients, ça se reflète un peu sur eux. Ouais. Et Ça devient ton problème à et toi. ça devient aussi ton problème. C'est un peu comme ça que ça s'est fait. Ouais, c'est. Tu t'es intéressé à ce problème-là et Ouais, en fait, moi, de prime abord, je suis quelqu'un, j'aime bien écouter, tu vois, j'aime bien écouter, j'aime bien parler aux gens.
Et du coup, j'ai pas dû faire d'effort pour le côté empathique et comprendre. Tu Ah vois. d'accord, c'est déjà un trait de ta personnalité. C'est un trait de ma personnalité, tu vois. C'est un trait de ma personnalité. Et du coup, en fait, ça se fait hyper naturellement. C'est-à-dire, j'écoutais les gens, ils me parlaient de leurs problèmes. Et en fait, quand on parlait de budget. J'ai vu les budgets qu'ils dépensaient, mais je fais, c'est pas possible, en fait. Comment tu peux Ouais, dépenser c'est pas que tu es arrivé là, tu t'es dit, il y a un problème, je vais le résoudre pour gagner de l'argent. Tu t'es quand même impliqué dans la résolution du problème. En fait, je me suis impliqué, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient, en fait. C'est-à-dire, ils dépensaient des budgets pour mettre du tri et des déchets, etc. Et du coup, j'écoutais, j'allais dans le site, j'observais comment ils faisaient les choses. Et du coup, après, ça, je trouve ça passionnant parce que tu te dis, si moi, j'arrive à solutionner le problème, c'est pas que ça va changer leur vie, mais en tout cas, en fait, tu es content parce que tu permets à des gens qui ont des problèmes d'atteindre leur objectif, tu vois. Ça, pour un entrepreneur, c'est régal, c'est du régal. Régal parce que d'un côté financier parce que les gens ils vont te payer pour résoudre leurs problèmes, mais régal d'un point de vue satisfaction personnelle aussi, et parce que tu as un impact sur le travail des personnes, et sur toi tu dis putain, moi un jour j'avais une vision, le lendemain je suis en train de résoudre des problèmes pour des personnes, quoi. C'est gratifiant de Pour la ouf. personne, tu as enlevé un poids peut-être énorme Ouais. déjà dans son travail. Ouais. Poids qui peut être utilisé à autre chose de plus essentiel Mais clairement, dans son domaine. ouais, à fond. Surtout si on reprend l'exemple de l'hôpital, À fond. tu te concentrer sur le tri des déchets, mais t'as pas que ça à faire en fait. À fond. Moi, c'était encore il y a un mois et je te dis, c'est du tri manuel en fait. C'est ça, ouais. C'est tri manuel et allez, c'est un hôpital, c'est-à-dire que c'est pas une multinationale qui ont des budgets énormes non plus. Et le peu de budget qu'ils ont, tu vois, je pense, allez, consacrez-le à la fonction primaire, tu vois, la première ça, fonction, tu vois, exactement. de soins, etc. Mais ils doivent quand même trier, tu vois. C'est quand même obligatoire. C'est Ouais. quand même obligatoire, et d'un point de vue légal aussi, tu vois. C'est Et ça, ils ont ouais. des amendes, etc. s'ils le font pas. Et on parlait d'alignement d'intérêts. Je fais du business, ok, mais je vais vous enlever un poids, tu vois. Et ça, c'est génial pour un entrepreneur, en fait. Tu aides les gens en fait. J'aide les gens, tu vois. Ouais, je m'aide aussi, tu vois, mais j'aide t'aides des gens. aussi. Ouais, j'aide des gens. Ok, écoute, j'ai plus. À part si tu as d'autres questions, des sujets auxquels tu voudrais Non, je soulever. pense qu'on a bien balayé, tu vois. On a bien balayé. Ouais. Ouais, c'était pas très long, mais. Dis-moi. Ok, donc d'un point de vue donc fonctionnement, le fonctionnement de la machine. techniquement, étape Attends, 1. tu veux pas venir poser ta Ouais. question au micro? Tu la poses, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. Donc, le fonctionnement de. Ouais. c'est vrai que ça, on en a pas parlé, ouais. Ouais. Alors, donc, quand tu insères tes déchets dans la machine, il y a une caméra, tu vois, qui prend les déchets en photo ou en vidéo. Et l'intelligence artificielle, c'est de la reconnaissance d'objets, tu vois. C'est un cas typique, c'est les visages, tu vois. Ouais. Mhm. Non, au départ, j'ai dû la faire moi-même. Et t'imagines, en fait. C'était des photos. C'est comme ça. Tout à fait. Et c'est la particularité. C'est-à-dire que au départ, ce que je faisais, c'était que je demandais à tout le monde, je ne sais pas si tu avais reçu le message, mais j'avais demandé au réseau, les gars, faites-moi des photos de vos déchets, envoyez-les-moi. Ah non, j'ai pas reçu ça. Et c'était vraiment comme ça. Au départ, en fait, tu as deux solutions. Soit tu payes pour des bases de données, mais comme je suis dans un secteur, il n'y a pas de base de données de déchets. En tout cas, quand j'ai commencé, c'est en train de se faire. Mais les gens, ils faisaient des photos tu vois, photos pas de déchets, d'un objet avec la forme. Mais je cherchais, je ne trouvais pas de base de données de déchets. Du coup, il fallait que je la fasse moi-même. Et du coup, c'était des photos. Et actuellement, en fait, ce qui est bien dans mes machines, en fait, l'intelligence artificielle, c'est un truc, tu as toujours besoin de réentraîner le logiciel parce que tu as toujours des nouveaux déchets qui apparaissent, etc. Et toutes mes machines, comme elles prennent en photo les déchets, ça envoie dans une base de données. Et ensuite, je récupère le tout et je réentraîne, tu vois, le logiciel. Mais au départ, c'était moi. Tu vois, en fait, au départ, j'ai tout fait de A à Z. Je faisais les photos des déchets, je demandais aux gens de faire les photos, tout de A à Z. Et ouais, c'était pas sexy, tu vois. C'est pas sexy du tout, mais il faut se retrousser les manches. Tu vois, moi, je connais aucun de mes potes qui a monté sa société, peu importe la société. Au départ, c'est pas sexy du tout. Tu vois,
c'est chaos, tu vois. C'est très artisanal. C'est pire qu'artisanal, tu vois. C'est ghetto, tu vois. Mais c'est naturel, tu vois. C'est comme ça. T'as pas de moyens, tu dois tout faire toi-même. Il faut y aller, quoi. Faut y aller. Et tu dois prouver aux autres que ce que tu fais, c'est sérieux et que Ouais. ça a de l'avenir. Ouais, et t'es obligé de te casser la gueule parce que t'imagines, moi, mes clients, en fait, d'office, ça sera des grosses boîtes. Ouais. Qui dit grosses boîtes dit des bureaux, sexiness et toi. Et toi, t'arrives avec ta poubelle, tu vois, tu viens de la faire toi-même, tu vois. C'est dégueulasse, mais tu dois le vendre, quoi, tu vois. Ouais, c'est inconfortable d'ouf. Franchement, c'est inconfortable d'ouf, mais j'ai dû le faire, tu vois. Aujourd'hui, elles sont plus sexy, tu vois. Elles sont plus sexy, c'est des sous-traitants qui le font. Mais je sais pas si tu peux, mais tu peux un peu lister pour l'instant le nom des clients que tu as eu, des grosses boîtes. ouais, je Si peux tu peux, lister. hein. Si. Il y a le CHR, c'est un hôpital. Il y a la ville de Mons. Il y a eu la ville de Liège. La ville de Mons, tu fais quoi exactement Pour la ville de Mons, c'est dans la salle Omnisport où j'ai mis des machines. C'est donc dans la salle Omnisport, tu as différentes écoles qui n'ont pas de salle de gym Ouais. typiquement et qui passent là. Tu as des clubs sportifs également. Et du coup, pour eux, j'ai mis des machines d'éducation qui D'accord. éduquent donc les gens au tri des déchets. Les machines d'éducation, c'est principalement pour les villes, pour tout type de société. C'est pour tout type de sociétés qui ont observé que les gens faisaient des erreurs de manière récurrente D'accord. et qui veulent éduquer, quoi. Donc CHR, ville de Mons, ville de Liège. Standard de Liège, le club de foot. Standard de Liège. Il y a qui d'autre? À Charleroi, il y a le grand hôpital de Charleroi qui Spiridum, non, Spiridum, je n'ai pas travaillé avec eux. Non, je n'ai pas travaillé avec eux. Il y a que d'autres. Ici, on est en train de négocier avec la ville de Brenne. Et tu attaques quand Ikea? J'attaque quand Ikea. C'est pas dans notre pipe de Non clients. Non, c'est pas dans notre pipe. Peut-être ça va se faire. Hein. En fait, j'ai beaucoup agi en termes d'opportunités aussi. Tu vois, au départ, j'ai parlé de structure d'accompagnement. Et ça, je trouve ça génial. J'ai en cité quelques-unes. Tu as la maison de l'entreprise ici à Mons, je ne sais pas si vous connaissez. Je connais, oui. Ouais, tu as le WSL, c'est l'incubateur des séances de l'ingénieur. Et ça, c'est plutôt pour l'ingénieur. Et donc, chaque ville, à Charleroi, tu as Charleroi Entreprendre. Chaque ville a son incubateur, sa structure d'accompagnement. Et moi, dans mon incubateur, d'abord, ça a été LME, ensuite WSL, on a fait une étude de marché pour moi. C'est-à-dire que tu avais un consultant qui était parti voir le Standard de Liège, etc., ce genre de structure, parler du projet. Et la plupart ont accroché. Et c'est comme ça que mes premiers contrats sont faits, quoi, tu vois. Et ça, c'est top, quoi, tu vois. Du coup, j'avais pas, comme je t'ai dit, ça s'est fait par opportunité parce que eux, donc, ils ont pris ma solution. Puis, j'ai eu un bouche-oreille, etc. Puis, il fallait mettre les choses. Les premières machines, j'avais des bugs, etc. Il fallait les améliorer et actuellement c'est que en 2022 que j'ai mes sous-traitants et que je peux chipper la machine rapidement et que tout soit carré, quoi, tu vois. J'ai une petite question encore concernant les levées de fonds. Ouais. Tu t'adresses à qui pour lever des fonds? Pour lever des fonds. Alors pour lever des fonds, le premier cercle, c'est ce qu'on appelle les 3 F. Non, j'ai jamais entendu parler. Les 3 F, c'est les Friends, Family and Fools. Tu vois, c'est donc les amis, la famille et les fous. Tu vois, parce que tu as des gens, et, tu vas parler du projet, j'investis, allez tiens, tu vois. Ça, c'est vraiment les fous, tu vois. Tu as la famille, c'est les premiers supports, c'est vraiment eux qui croient en toi, même si tu n'as rien. Et tu as les amis, les bons amis. Du coup, ça, c'est les premiers gens qui vont investir en toi. Et ensuite, quand tu sors de ce cercle... Ils vont investir en toi sur la partie, donc les débuts. Ouais, sur les débuts. Sous les débuts, en termes de support, même financier, ils peuvent investir. Hein, tu vois. Moi, j'ai reçu des petits billets, tu vois, de ma famille, quoi, tu vois, pour démarrer le projet. Tu as ce qu'on appelle, tu as plein de concours d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat, tu vois. Donc, attends, donc les 3F t'ont aidé à financer la création un peu de ta machine. Ce qu'on appelle un peu le produit minimal viable. Non. Moi, j'ai eu un parcours un peu différent. C'est-à-dire j'ai commencé le projet avec un concours d'entrepreneuriat que la maison d'entreprise organisait. Et ce concours d'entrepreneuriat, tu avais des prix. Attends, n'oublie pas de nous faire rêver. Hein. Ouais. Là, j'ai envoyé du lourd. Tu avais des prix. Et dans des prix, je vais gagner 8 prix. Tu vois. En fait, c'était un concours de pitch. Grosso modo, c'est un concours de pitch. Le pitch, c'est un discours très court, mais très poignant.
tu as 3 minutes même pas 3 minutes pour convaincre ton client, raconter ta story, tu vois. Et tu as 3 minutes et du coup, c'était un concours où tu avais différents porteurs de Ça projets. ressemble un peu à l'émission, là, le meilleur. Shark, machin. Le Non, meilleur, le truc investisseur. je sais pas. Je sais pas. Ça s'appelle comment? Shark, quelque chose, ouais, je pense que c'est ça. Shark, Tu ouais. es devant voilà. des investisseurs. C'est ça, ouais, exactement. c'est exactement la même chose. Hein? Qui veut être mon Ouais, investisseur? c'est un Ouais, truc c'est comme ça. Américain, c'est ça, c'est d'accord. américain. Ouais, il faut regarder. Moi, je conseille parce que allez, c'est vraiment bien. Tu vois vraiment, surtout les Américains. Ouais, il y avait Trump à un moment, tu vois. Surtout les Américains, ils ont vraiment la tchatch en fait, tu vois. Tu vois que et les mecs, ils portent leurs couilles, quoi. Tu vois, ils viennent. Nous, on est trop timides. On est là. Oui, je suis un porteur de projet, j'ai mon projet. Comment tu fais quand tu arrives devant des investisseurs pour leur dire j'ai une super poubelle? Tu vois, le concours en question, j'avais des investisseurs devant moi. Tu avais des banquiers, tu avais des fonds d'investissement et tu avais ce qu'on appelle des business angels. Du coup, en fait, tu as les 3F et puis quand tu sors des 3F, généralement, tu as ce qu'on appelle les business angels. Ce sont des gens, des privés qui ont de l'argent et qui investissent dans des sociétés à risque. Donc ça, c'est les business angels. Ensuite, tu as les fonds publics. Les fonds publics, c'est ce qu'on appelle des invests. Ici à Mons, c'est ce qu'on appelle l'invest Mons Borinage, IMBC, qui peut te prêter ou rentrer dans ton capital de ta société. Généralement, ils ne vont pas le faire tout seuls. Tu as les banquiers, tu peux aller chercher des crédits. Tu as des crédits même sans garantie. Là, je fais rêver, les gars. Moi, j'ai pu avoir un crédit sans garantie. Tu vois, j'ai pas dû mettre rien en caution. Ça existe encore, ça? Ça existe encore et c'est ce qu'on appelle un produit mixte. C'est garanti par la Soalfine. Et du coup, tu peux aller chercher des montants assez intéressants, jusqu'à 75 000 euros de manière très rapide. On envoie du lourd. Et donc, tu as ça. Et tu as les VC, donc Venture Capitalist. Et donc, ça, c'est des plus gros fonds qui peuvent injecter des très, très gros montants. Là, on va chercher en millions. Et quand tu démarres un projet de société comme ça, tu as différents stades. Et le stade où je suis, c'est ce qu'on appelle le pré-seed. Le pré-seed, c'est avant d'aller chercher les gros montants, tu vois, auprès de ces grosses structures. Généralement, ça va être donc les 3 foules et des business angels ou des fonds publics. Et donc, ça, c'est le pré-seed. Généralement, c'est des montants qui vont de 100 000 à 300 000 euros. 300 000 tu vas chercher. Ensuite, tu rentres dans le seed. Tu peux monter jusqu'à 1 million dans le seed. Ensuite, tu fais ce qu'on appelle une série A. Et là, tu dépasses le million. Tu vas chercher plus qu'un million. Après, ta série B, c'est... nous faire rêver, pas partir dans l'utopie. Non, je ne pars pas dans l'utopie. Je connais des gens, ils sont à leur série A, tu vois. D'accord. Ils vont chercher plus d'1 million, tu vois. C'est pas... En Belgique, tu peux chercher facilement. Franchement, facilement, tu peux aller... Si tu as un bon dossier, il faut avoir un bon dossier. C'est quoi un bon dossier? C'est pas une idée. Un bon dossier, c'est tu as déjà contacté des gens, tu as des lettres d'intention, c'est-à-dire des gens qui sont prêts à payer pour ton produit, même s'il n'est pas encore fait. Ça, c'est un bon dossier que tu peux aller défendre et aller chercher des fonds. Mais avec ça, tu peux aller chercher des fonds. Maintenant, tu as ce qu'on appelle la dilution. La dilution, c'est comme un... Ouais, la dilution, c'est... Donc, quand tu démarres une société, tu as 100% du capital de cette société. À partir du moment où tu vas aller chercher des fonds, tu vas devoir libérer du capital. Et si là, tu rentres quand même dans c'est du détails. technique. D'accord. C'est bien, c'est intéressant, c'est important. Ouais. Mais moi, pour un autre podcast. Moi, ça me fait pas rêver. D'accord. Et du coup, non, tu peux aller chercher. Et comme je disais, donc au départ de mon projet, j'ai pas activé les 3F. J'ai fait ce premier concours d'entrepreneuriat, concours de pitch, 3 minutes, je devais convaincre. Banquier, investisseur, Business Angel était devant moi. Tu avais 12 prix, j'en ai gagné 8 tu vois, sur les 12. Tu vois. Et du coup, j'avais gagné au total, j'avais gagné combien au total? Un peu plus de 10 000 euros. Un peu plus de 10 000 euros que j'avais gagné, comme ça, frais de sans rien, tu vois. Et puis, j'en ai fait d'autres. Et au total, de tous les concours que j'avais fait, j'ai pu amasser 40 000 euros, tu vois, sans... Toi, dans ton cas, tu as eu le luxe de pouvoir choisir tes investisseurs? J'ai eu le luxe de pouvoir choisir mes investisseurs. Tout le monde peut choisir un peu. Tout le monde peut choisir. Non, tout le monde ne choisit pas. Tout le monde ne choisit pas, non? Tout le monde ne choisit pas. Sans citer de nom, je connais des boîtes qui n'ont pas choisi leur investisseur. Encore une fois, c'est des questions de dossier. Si tu arrives avec un dossier carré, tu as le luxe de pouvoir choisir tes investisseurs. Et eux te donnent des conditions pour pouvoir avoir accès à leur investissement? Alors, entre nous,
Ouais, mais en fait, tout va se négocier, tu vois. Tu dois tout Ouais, le temps c'est ça. négocier, tu vois. Du coup, même avec eux, Non, tu je dois te pose négocier. la question parce Ouais. que j'ai une connaissance Mhm. euh, qui, eux, leur boîte investissent. Et donc, Ils investissent dans eux, des ils projets. investissent. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, bah, je peux pas te dire le nom, Ouais, bien pas de sûr. souci, pas de souci. Et lui, il m'expliquait comment il fonctionnait un petit peu. Mhm. Et il me dit, ouais, voilà, des fois, t'as des gens qui arrivent avec des idées de malades Mhm. que tu sais pas d'où ils sortent ça, tu vois. C'est très bien, mais ils savent quand la boîte va faire faillite. Mhm. Et c'est pas une arnaque, Mhm. mais par exemple, dans le cas qu'il m'a expliqué, il savait que le type avait reçu des fonds familiales. Mhm. Mhm. Et c'est investir en sachant que sa boîte allait fermer, c'était un moyen de récupérer les fonds de cette personne. Donc comment tu fais pour... T'es quand même dans un monde de requins, Oh, mec. ils veulent ton argent. Tu m'as demandé de faire rêver, mais ouais, t'es dans un monde de requins. Il faut quand même faire attention. Moi, Comment ouais. tu évalues un peu l'investisseur que tu as en face de toi? Parce que c'est bien, il va te donner des sous, mais il va pas te les donner gratuitement. C'est pas ta grand-mère, ouais. C'est ça, voilà, C'est pas ta exactement. grand-mère. L'investisseur, Comment ouais. tu préviens quelqu'un qui va pour débloquer des fonds et Ouais. qui se retrouve en face de gens en se disant ouais, lui va me donner 10 000 euros, mais Pour moi, c'est de l'alignement d'intérêts. Tout le monde travaille pour ses intérêts, tu vois. Et quand tu vas signer ce qu'on appelle une term sheet avec ses investisseurs, déjà, tu dois lire les conditions, mais comme un malade. En fait, le contrat là, attends, je viens de me souvenir. Ouais. Ils avaient pris l'argent à un type, Mm. maintenant je sais pas, il va Ouais. peut-être pas tomber dessus, mais Ouais. qui voulait faire des frites D'accord, cuites au feu de bois d'accord. d'une certaine catégorie. Ouais. Donc ils se sont dit ouais, c'est très bien, mais Ouais. voilà quoi, tu vois pas. Après, moi, Ils ont quand même investi. allez, ok. Bah, écoute. Maintenant, en fait, tu peux investir, mais il faut toujours avoir des conditions parce que moi, à un moment de mon parcours, j'étais quasi au stade de l'idée. J'avais un premier proto et j'aurais pu, comme ça, prendre 150 000 euros, tu vois, des investisseurs. Mais les conditions étaient pourries, mec. C'était pourri de ouf. Ouais, tu les as pas pris comme ça. J'ai pas pris comme ça. En fait, c'est des contrats, tu vois. Tu vas signer un contrat, c'est comme à la banque, tu vois. Le banquier, écoute, ouais, t'as besoin d'un crédit. Vas-y, je te fais un taux d'intérêt de 35%. Mec, tu vas pas Ouais, faire. non. De quoi il me parle, lui, tu vois. Ouais, voilà. C'est pareil pour un investisseur. Bon, Ouais. donc, il faut quand même avoir des notions un petit peu en finance. Et, Forme-toi. Moi, on revient à la première question. En fait, tous les sujets que tu dois traiter, tu dois te former, en fait. Tu peux pas aller voilà. comme ça. Moi, encore là, maintenant, je lis un gros bouquin, je sais pas combien de pages sur l'investissement, tu vois. Et tu es obligé. Tu dois comprendre. En fait, tu dois comprendre ce que tu lis et discuter de chaque terme avec la personne qui est en face, tu vois. Mais après, c'est de l'alignement d'intérêt. Lui, il a un intérêt à investir dans ta boîte. Tu dois comprendre pourquoi il veut investir. Il dit, OK, moi, je sais que ton projet est à risque, mais je sais que tu es dans 7 ans. Je suis prêt à attendre 7 ans pour avoir les premiers retours sur investissement. Je suis prêt à attendre. Des gens, ils sont prêts à attendre 15-20 ans, tu vois. 15-20 ans pour avoir un retour. Ouais, et t'as des gens, ils sont prêts, ils sont à l'aise, tu vois. Ils sont dit, j'ai investi mon billet, je peux le perdre. Dans ta boîte, tu as aussi des investisseurs qui sont impliqués directement en termes de... Alors moi, pour moi, c'est la première levée de fonds que je vais faire, tu vois. Okay. C'est la toute première levée de fonds que je vais faire ici. Si tu veux, j'ai eu, en termes de recherche de fonds, ce que j'ai pu activer, c'est les 3F, les prix que j'ai gagnés au niveau de tu vois, tous les concours, etc. Ouais. Et la banque et des fonds publics, tu vois. D'accord. J'ai pas encore activé les business angels et je l'ai activé que maintenant, tu vois, Okay. en termes de trucs. Et donc, mais en fait, pour clarifier la situation, les investisseurs avec qui je discute, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on discute, tu vois. Ouais. Les investisseurs, c'est des longues relations. Quand je disais mariage, je blaguais pas. C'est pas en 5 minutes de il y en a qui le font, tu vois, mais c'est comme les mariages en 5 minutes, tu vois. Ouais, il y en a, c'est vrai, connais, il y en a qui le font, Après, ouais. si t'as de la chance, ouais, speed c'est dating, vrai que tu peux aller te marier à Las Vegas. Ouais, frère, tu devant peux Elvis. ouais. Mais, moi j'irai pas, tu vois, mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ouais. Tu sors de boîte. Tu sors des boîtes, c'est même pas c'est un trave, tu vois, t'es là, tu te réveilles le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Un investisseur, ça peut être pareil. Tu vois, tu t'es là, il te tchatche, ouais, on va grandir ensemble, t'inquiète, on va monter ta boîte et tout ça. Puis tu te rends compte qu'il ne te reste plus qu'1% de ta boîte, quoi. Tu vois. Merde. Et puis, il y a des entrepreneurs, ils bossent pour leur investisseur, quoi, tu vois. C'est ça, c'est un des dangers. Chaque phase de ton entreprise,
c'est un monde à découvrir. C'est un monde à découvrir, comme tu disais, c'est un monde de requins, mais après, quelque part, en fait, si tu es dans ce monde de requins, c'est pas que tu vas devenir un requin, mais en fait, tu travailles pour tes intérêts, tu vois. Tout le monde a ses intérêts. Moi, en fait, je pars du principe que tout le monde a ses intérêts. Il faut juste qu'on soit aligné. Tu vois. C'est ça. À partir de là, frère, en fait, si un requin te mange, c'est que tu es un petit poisson aussi, tu vois. Exactement. Du coup, il faut juste te mettre ça dans la tête et te dire que voilà, il a ses intérêts, il va les défendre à fond. Moi aussi, je défends à Voilà, fond. parce que ce qu'on nous vend généralement, c'est donc du rêve. Ouais. Tu vas pas travailler beaucoup, Ouais. tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais après, Et, moi, et par tout le monde rapport est au beau, rêve, tout le monde est gentil. tu sais, par rapport au rêve, c'est important d'en avoir, tu vois. Moi, après, moi, je parle terrain, mais moi, j'ai des rêves, tu vois, pour mon projet, tu vois. Le Neurogreen qui est actuellement, je veux que ça monte, tu vois. Je veux que... En fait, tu as le rêve, puis tu fais un plan pour que ça monte. Et là, on parle du rêve. Et là, si on peut parler du rêve, je vais te parler du rêve, tu vois. Moi, Neurogreen, je veux pas que ça reste une petite PME. Exactement. T'as quand même de... Je veux que l'ambition que j'ai pour Neurogreen, c'est qu'on puisse rayonner à l'international, tu vois. Ouais. Moi, je veux monter Neurogreen. Je veux que quand les gens ont une problématique, quand ils pensent BIC, tu vois, BIC, en fait, c'est un stylo, tu vois. Ouais. Et tu dis BIC, c'est une marque, en fait. C'est une marque. C'est une marque. Je veux que quand ils disent poubelle qui éduque, Neurogreen. En fait, je veux même pas qu'ils disent poubelle qui éduque, je dis Neurogreen. J'ai acheté un Neurogreen, tu vois, j'ai acheté une Neurogreen, tu vois. Et ça, c'est mon ambition pour Neurogreen. Je veux employer des gens. Je veux que, tu vois, que le rêve que j'avais par rapport à Neurogreen, ça touche des vies. Je veux que des gens puissent en vivre et que ça rayonne, quoi, tu vois. Et ça, c'est du rêve, tu vois. Après, il faut faire un plan il faut rassembler des gens et tout. Mais ouais, j'ai des rêves, il faut en avoir. Ouais. Faut en avoir. Exactement. Quand tu es parti de ta première machine à la machine plus éducative, on va dire, on peut parler de pivot. Ouais, clairement. C'est ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire qu'un pivot, c'est que tu as une idée de business. Et moi, je connais personne en fait, qui fait des produits qui n'a pas fait, qui pivoté. Et même dans les entrepreneurs que je suis, qui ont fait des produits, tout le monde a pivoté. Parce que j'ai lu récemment, tu l'as sûrement lu aussi, Lean Startup, où il disait qu'une entreprise avait droit qu'à 3 pivots. Tu peux voir ça comme ça? J'ai été vulgaire, mais ces gens, ils se mettent le doigt dans les fesses et ils sortent des règles comme ça, frère. Ils sortent d'où? Tu vois, c'est vrai. 3, 4, 5. Peut-être, en règle générale, dans les grosses boîtes, peut-être. Non, pour moi, c'est... Je te pose la question parce que j'ai vu récemment, tu vois ce que c'est, les post-it? Ouais, non, c'est business model Canva, tout ça, tu vois. Non, la marque Post-it. Ouais, Post-it, ouais. C'est les post-it tu colles là. Tu savais qu'ils avaient des applications? Ah, je savais pas. Donc, même post-it, ils ont évolué. Mais ça, je pense pas que pour moi, je définirais pas ça comme un pivot. Ça, c'est pas un pivot, mais tu dois quand même avoir conscience de l'évolution du marché. C'est ça, dans lequel moi, un pivot, c'est douloureux. Personne n'a envie de faire de pivot. Un pivot, c'est quand tu as une idée en tête et tu te rends compte que c'est pas ça. Les gens, tu vois, tu viens, c'est genre que tu vas en date et la fille dit non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Change de chemise, fais quelque chose. Tu vois. Et puis tu reviens dans le date et tu mets une vraie chemise, tu remets parfum. Ouais, là c'est déjà mieux. Tu vois, c'est un pivot, c'est douloureux. Tu vois, moi j'avais pas envie de pivoter. Ouais, tu vois, moi j'avais mon idée, j'avais envie de la vendre et que c'est simple, tu vois. Mais j'ai dû pivoter parce que je me suis rendu compte que pour le client c'était pas ça. Il disait non, cette fonctionnalité, moi je veux que ça éduque plus. Du coup, il faut que ton produit change pour que ça éduque plus. Tu vois, j'ai dû changer mon produit pour que ça éduque plus, quoi. Tu vois, c'est douloureux. Post-it, pour moi, c'est pas. C'est douloureux. Regarde qui n'a pas fait de pivot. Kodak. Tu te rappelles de Kodak? Kodak, les appareils photo, Ouais, tu faisais des. En fait, à l'époque, tu t'imprimais tes photos, quoi. Tu vois, Kodak, tu vois, ils faisaient des appareils photo et tout. Okay. Eux, ils n'ont pas fait de pivot. Ils sont morts, Kodak. Mais ils n'ont pas fait de pivot ou bien ils ne sont pas adaptés ils devaient faire un pivot parce que leur business, c'était vendre, je pense, des appareils photo. Je ne sais même plus c'était quoi leur business. C'était développer ou vendre des appareils photo? C'était le jetable, ouais, je pense que c'était le jetable. C'est ça, c'était l'impression. Et ils n'ont pas cru au numérique, tu vois. Ouais, ils n'ont pas cru au numérique, ils sont morts. Tu vois, ils devaient, en fait, parce que c'est dur, pourquoi? Parce que tout leur core business, ils ont de la recherche et développement dans le jetable, ils continuent à essayer de faire avancer des choses, ils ont des usines qui font... Et du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant un moment, tu dois tout shut down, tu vois. Tu dois tout repenser. Donc un pivot, on peut définir ça comme un changement de mentalité, changement de... Business.
de business. C'est changement de business. Et c'est douloureux aussi Ouais. financièrement, C'est peut-être. douloureux financièrement. Tout le monde, dans un petit projet, Chez vous, ça a été douloureux financièrement? Non, parce qu'en fait, c'est ça l'avantage d'un projet early stage, très tôt, tu vois. Ouais. Quand tu démarres un projet, c'est le moment idéal pour faire des pivots parce qu'en fait, tu t'en fous. Tu gagnes rien, tu dépenses rien. C'est que D'accord. toi, tu vois. Et du coup, tu peux faire des pivots très rapidement. Et en fait, ta structure, elle est ce qu'on appelle agile, tu vois. Ouais. Tu peux la bouger, tu vois. Demain, je peux faire autre chose. Ouais, on va perdre un peu de budget, mais vas-y, c'est rien par rapport à un Kodak. Kodak, on parle en millions d'euros qu'ils auraient perdu, tu vois, s'ils auraient fait ça. Ouais. Mais c'est pas de la perte, c'est de l'investissement. Mais ils ont pas cru. En plus, la dinguerie, c'est un chercheur de Kodak qui a développé le numérique, quoi, tu vois. Mais ils ont pas cru en lui. Oh, punaise. Tu vois, Ah ouais. c'est fou, une ouais. histoire d'horreur pour Ouais. un entrepreneur. C'est une histoire d'horreur, ça. C'est une histoire d'horreur parce que tu t'es dit. C'est quoi, il était trop fermé sur Je sais pas, moi, ses je sais positions Ouais, Ouais. vas-y. Ouais, je sais pas, frère. C'est un peu comme le gars de Netflix Ouais. qui croyait complètement en ce qu'il faisait. C'est ça, Il a ouais. donné son projet au grand distributeur Ouais. de vidéos. Il a dit, toi, t'es fou. T'es fou, ouais. carrément. Allez, va-t'en. C'est ça, putain. Ouais. Et le gars, il a tout perdu maintenant. Ouais. Comment Ouais, il parce s- que comment tu je as sais plus entendu son nom. cette histoire? Oui, c'est je sais pas, c'est Blockbuster. Blockbuster. Ouais, Blockbuster, c'est ça. ouais. Faillite totale. Faillite. Parce Ça que, n'existe pas Blockbuster maintenant. C'est Netflix. Il y en a un, Ouais. parce que maintenant, c'est un musée. C'est ça. Tu vois. Et Blockbuster avant, c'était un Netflix puissance 10 en fait, tu vois. C'était un blockbuster, quoi, tu vois. Blockbuster, tu vois. Ouais. C'est comme Kodak. Qui parle de Kodak maintenant, tu vois. C'est vrai. C'est des dinosaures. Mais tu as des boîtes qui arrivent à se réinventer. Moi, Apple, c'est une boîte. Enfin, canon, en fait. Franchement, ce qu'ils font, Steve, c'est un génie. Franchement, c'est le messie des entrepreneurs pour moi, C'est le Steve Jobs. Messi Ouais, des laisse tomber. entrepreneurs. En fait, c'est parce que en fait, déjà, l'iPhone, faut se rendre compte que avant, tu avais des smartphones qui étaient plus quali que l'iPhone, tu vois. En fait, l'iPhone, le premier, en fait, en termes de fonctionnalité, tu n'avais quasi rien, tu vois. Mais tu avais des BlackBerry, tu vois, des trucs. Qui parle de BlackBerry maintenant? Personne, ouais. Personne, tu vois. Et pourtant, c'était des gros poids lourds. Mais tu vois, c'est ça le pivot, c'est que c'est douloureux. Parce qu'à un moment, tu as toute stratégie et tu as aussi l'ego. C'est-à-dire que tu t'es trompé, en fait. Quand tu fais un pivot, tu t'es trompé. C'est ça le plus douloureux, je pense. C'est douloureux de ouf. À part l'argent, Ouais, c'est l'ego. C'est l'ego. de ouf, C'est, ouais. tu dis, en fait, tout mon business, en fait, il y a des petits jeunes là, ils sont en train d'arriver et ils sont plus malins que moi. Mais maintenant, il y a des sociétés qui sont intelligentes et elles rachètent des startups et C'est ça, ouais. elles essaient de faire Il y de a des l'entrepreneuriat en méthodes, ouais. interne. Mais tu as le problème aussi de te cannibaliser. Je sais pas si en entreprise, des fois, ils étouffent des projets parce que ça va manger leur core business. Je sais pas si tu D'accord. vois ce que je veux dire. C'est dangereux pour leur core business et du coup, ils étouffent le projet, tu vois. Ok. Et jusqu'au jour où ils se disent bah, peut-être on va le réactiver ou quoi, mais en attendant tout va bien, du coup on étouffe. Donc ce pivot que vous avez opéré chez Neurogreen, c'est parce que tu l'as vu arriver, tu avais l'esprit assez ouvert, ou juste Ouais. c'est ce trait de ta personnalité qui est plus à l'écoute des gens et Tu t'a fait voir. Ça, je pourrais le dire en mode storytelling. Tu vois. Ouais. Ça, je dirais en mode storytelling parce que c'est la vision très haut niveau. Si je vais dans le détail, ce qui s'est passé, plutôt, c'était qu'on est en Covid, en fait. Tu vois. C'est le Covid, c'est la merde. C'est la merde, tous les événements sont fermés. Mon contrat avec le Dour Festival est annulé. Là, j'ai cité. Ça, tu vois. Mais tous les festivals, en tout cas, étaient gelés, tu vois. Et je faisais pas mal d'événementiels. Et certains lieux où il y avait beaucoup de public étaient fermés aussi, tu vois. Et là, à un moment, tu as deux choix. Soit tu arrêtes ton business ou tu repenses ton business, tu vois. Tu repenses ton business et ça te peut donner du temps. Et puis même, je le voyais en termes de vente, c'était pas ouf. Je vendais, mais en fait, j'avais pas atteint ce qu'on appelle le product market fit. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ouais, c'est un peu le produit idéal En fait, qui est aligné avec les besoins du client. c'est ça. Donc, product market fit, c'est vraiment le fit. Donc, tu vas dire, j'aime bien ces analogies, mais c'est le coup de foudre, en fait, entre ton marché et ton produit, tu vois. Ouais. Quand tu atteins ça, tu le vois. En fait, tu le vois parce que tu présentes ta solution. C'est évident pour le client C'est évident pour le client. d'acheter ce produit. Et j'ai eu ça, tu vois, avec la machine éducation. Tu vois. Allez.
je pitchais à ce qu'on appelle une intercommunale. Ici, c'est l'IDEA. C'était c'est notre intercommunale. Je ne peux pas encore la citer parce que Ouais. le contrat n'est pas encore signé, mais je pitchais. La responsable était là. Elle fait Carlos, ça, c'est ce que je fais depuis 15 ans. Tu vois, tu es en train d'apporter une solution. J'essaye de mettre ça dans les entreprises depuis 15 ans. Ce qu'elle disait ça, c'est qu'elle essaie d'éduquer les gens à trier, à mettre en place des solutions pour trier. Et tu es en train de faire ça, tu vois. Je sais, ouais, Ah, en fait, tu là, dis- je touche un truc là. Ouais. Tu vois, je dis, là tu es content parce que en fait, tu n'es plus en mode vendeur de tapis. Tu n'es C'est pas en ça, train de voilà. pousser une solution. Les gens de ton marché, ils comprennent ton produit. Maintenant, tu dois expliquer un peu au départ. Tu vois, tu dois dire la solution elle fait A, B, C, et tu dois dire comment elle fait A, B, C aussi, parce que Ouais. les gens ils disent oh, ça, on n'a jamais vu ça, c'est quoi, comment Ouais, ça ouais. fonctionne et tout. Et du coup, ouais, ça c'est vraiment l'idéal. Donc le pivot douloureux, mais nécessaire. Et la plupart des gens que je connais qui font des produits, que ce soit du logiciel ou quoi, ont fait un pivot et c'est pas facile. Ok. Et voilà. On a bien fait le tour. Hein. On a bien fait le tour, ouais. Ouais. Je vais pas te poser les questions que j'entends habituellement dans les C'est quoi les podcasts, questions tu sais, que t'entends les livres, tes citations, tes machins. Mais Ouais. on peut quand même faire la citation, j'aime bien, hein, c'est pas mal. Citation citation. Citation que t'aimes bien, Je sais pas en tête de citation. Je sais pas quelqu'un citation, je sais pas. T'as pas une citation que t'as accrochée dans ton bureau Euh, même, Non, moi, même j'aime- si c'est en anglais et que tu traduis par la suite en français, c'est pas grave, mais hum, c'est un poème, mais je me rappelle plus. Tu vois, Invictus, le poème de Mandela là. je connais pas. C'est un poème. Grosso modo, il était en prison. Après, je ne serais pas te le déclamer, tu vois, mais il était en prison et dans son poème, grosso modo, il dit que, tu vois, malgré tout ce qui lui est arrivé, il reste le capitaine, tu vois. Et cette manière de penser, j'aime énormément cette manière de penser. Ça rejoint un peu ce qu'on appelle le stoïcisme. Je ne sais pas si tu es familier avec Oui, ça. bien sûr. voilà. Ouais. Tu vois, Marc Aurèle se focus sur les choses qu'on peut changer et les choses qu'on n'a pas de pouvoir de changer, ben, un peu les écarter, Un peu quoi, tu vois. Celle sur laquelle on a le contrôle. Celles sur lesquelles on a le contrôle, Et tu ça. vois. Et même Frankel, je sais pas si tu connais Non. Frankel, qui a écrit le bouquin. C'est quoi son bouquin ça m'échappe. Grosso modo, Frankel, il était dans un camp de concentration, tu vois. Et il a écrit un bouquin. Et dans son bouquin, en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, mais je peux plus jamais me plaindre. Pas dans le mode, ouais. Mais en fait, il dit dans son bouquin, grosso modo, c'est que tu t'imagines le climat dans lequel il était, il a trouvé des choses dans lesquelles il avait du contrôle. Et les choses dans lesquelles il avait du En contrôle, étant dans. en étant dans le camp de concentration, il a trouvé des choses dans lesquelles le contrôle. Et cette chose, c'était comment il réagit face aux événements. Comment tu réagis quand les gens te blâment. Comment tu réagis quand tu as lui, il avait que des coups durs, tu vois, mais comment tu réagis, ça, tu as encore du contrôle là-dessus, tu vois. D'accord. Moi, je trouve ça ouf. Et je n'ai pas de citation en tête, mais par rapport à l'entrepreneuriat et tout, Tu te pour moi, souviens ça plus du m'aide. nom du livre C'est Viktor Frankl et le bouquin, c'est... on est connecté, on va regarder ça vite fait. Ouais. Viktor Frankl. Super bouquin. Franchement, je le conseillerais à tout le monde. C'est en anglais Ouais, il y a des traductions. Hein. Il y a des traductions. Bouquin, c'est... Ouais, c'est Man's Search of Meaning, donc un homme qui est en quête de sens, tu vois. Ouais, c'est super bouquin, une leçon de vie pour moi et que j'essaie d'appliquer, quoi. Mais j'ai pas de citation en tête, je suis pas. Voilà. Tu peux me compléter une phrase Le monde appartient à. Le monde appartient aux plus déterminés. Ouais. Le monde appartient aux gens plus déterminés. Faut être déter, les gars. Soyez déter. Voilà. Ok. Voilà. Tu as une autre personne en tête à qui tu aimes vraiment, que tu aimerais bien que je peux interviewer
Une personne que j'ai en tête, qui tu pourrais interviewer, ouais, qui tu pourrais interviewer, euh, Une autre jeune start-up qui te fait rêver un petit peu. dans la tech Par Ou, exemple. dans la tech. J'ai plus des potes qui ont fait. Après, c'est des restos, tu vois, mais toi, tu es déjà dans le resto. Ouais, non, c'est plus C'est dans la tech. dans le monde de la startup. Ouais, il y a Lola. Lola, Lola. Lola, elle a développé West End. C'est un projet qui ressemble bien, en fait, hein, West Ouais. End. Ouais. Et on a un parcours plutôt similaire aussi. On a démarré nos projets plus ou moins au même moment. Et Lola, elle a fait un projet, c'est un biométhaniseur compact. Grosso modo, c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Un biométhaniseur. Ouais, un biométhaniseur, en gros, c'est une machine qui permet de faire de l'énergie à partir des déchets alimentaires. Waouh! Ouais, 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 C'est super, ça. Ouais, c'est nickel. Et du coup, elle a développé ce projet, elle le continue. Bah ouais, voilà, Lola, je pense. Et, ça me fait penser à ce que vous faites, à un mouvement que j'ai vu récemment sur Internet. Ouais. Ça s'appelle l'écologie bleue. Ah, je connais pas du tout. Ça te dit rien? Ouais. Et en gros, eux, ils veulent faire des déchets. Des ressources. Une ressource, que ce soit énergétique. Tu sais, ou, je dis toujours, tu vois, la nature, elle est beaucoup plus intelligente que nous. Si tu regardes la nature, il n'y a pas de déchets dans la nature. C'est vrai. Tu vois, même les excréments, tu vois, ce qu'on peut appeler un déchet, bah, tu as des insectes qui digèrent ça, qui en font des choses. Tu sais faire de l'engrais, etc. La nature, elle est hyper intelligente et elle ne produit pas de déchets. Nous, humains, on est bêtes et on produit des déchets. Maintenant, on est de plus en plus intelligent et on arrive à trouver des moyens de transformer nos déchets en ressources. Tu vois. Si on est vraiment, vraiment intelligent, normalement, on n'aurait pas de déchets. Tu vois. Parce que on arrivera à transformer, on arrivera à prendre un déchet et le mettre dans une autre industrie, etc. Et ça se fait de plus en plus. Hein. En industrie, tu as des industries qui sont en cycle fermé. Ouais. C'est-à-dire que leurs déchets arrivent à en produire d'autres choses, de l'énergie, etc. Et elles arrivent donc à vraiment avoir un cycle fermé. Elles ne produisent pas Ça, de déchets. c'est le top. C'est le rêve, tu vois. Et du coup, dans cette économie bleue. Ouais. C'est l'économie bleue. J'avais compris écologie bleue. Ah, ouais, ok, tu connais. Ouais, je connais à fond. C'est Gunther Pouli. C'est ça, Gunther Pouli. Voilà, ouais. à fond, à fond. Lui, il m'a matrixé aussi, Gunther Pouli. Ouais, c'est. Il a de la tchatch, Gunther. C'est un Belge. C'est un Belge. D'Anvers, je pense. C'est un Belge d'Anvers, un vrai entrepreneur. Lui, c'est un vrai entrepreneur. Gars, il a pris des chocolats quand il était jeune. Des chocolats, il est parti en Chine. Et sa première boîte, c'était que ça, tu vois. L'import-export de chocolat belge en Chine. Allez. Carton, tu vois. C'est rien de tech, c'est carton, tu vois. Il a fait plus de chiffre d'affaires que certaines boîtes tech, tu vois. Je vais me lancer dans la gaufre alors. Lance-toi dans la gaufre, man. Lance-toi dans la gaufre. Non, mais c'est un super entrepreneur et lui, il a un mindset que j'adore. C'est lui, en fait, tu vois, qui parle vraiment d'économie bleue. C'est ça. Et un exemple avec les champignons, tu vois. Et je me souviens plus exactement, ça fait un petit moment que j'ai vu. C'est quoi déjà je sais plus, c'était quoi. Je sais plus, à partir d'un déchet, je pense il arrive à faire des. Mais en gros, en s'inspirant de la nature, c'est un peu. Voilà, tu fais du biomimétisme. Biomimétisme, c'est ça exactement. Ouais. On peut trouver des solutions pour les déchets. C'est marrant, parce que biomimétisme, c'est un concept en fait que j'essaie d'appliquer, même Lola, tu vois, elle essaie d'appliquer et tout. Mais j'ai raté le cours de bio. J'ai complètement raté le cours de bio et dedans, il y avait ça, il y avait une question. C'est comme quoi, tu vois, le début de ce dont on parlait, c'est important, les cours. Non, c'est important, mais en fait, ça te définit pas, en fait, tu vois. Ouais. Moi, personne ne m'a jamais demandé mon diplôme. Aucun de mes clients m'a demandé mon diplôme. Aucun. Et ça me paraîtrait même bizarre qu'il y en a qui me demandent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu veux mon diplôme En fait, tu veux une machine qui fonctionne, tu vois. Ouais. On s'en fout du diplôme. En fait, le diplôme, ça rassure un employeur parce que tu sors de nulle part, tu vois. Peut-être tu pourrais, mais mytho, en fait, tu vois. Du coup, en fait, ça le rassure. Mais même avec un diplôme, moi, je connais des gars qui ont le diplôme d'ingénieur. C'est chaud, hein. Sûr, Tu vois, ils ont le diplôme, ils vont aller dans une boîte, mais les employeurs, ils savent pas ce qu'ils embauchent, tu vois. Exactement. Et c'est très chaud. Mais après, j'espère qu'il n'y aura pas ça dans les médecins, tout ça, tu vois, des trucs critiques. Mais un diplôme, ça ne définit pas. Clairement pas. Et pour en revenir à Lola. Lola. Donc, elle fait tu m'as dit des biométhaniseurs compacts. D'accord. Et bon, qu'est-ce que c'est un biométhaniseur compact, c'est par exemple là, ils ont un client qui sont les Restos du Cœur. Donc les Restos du Cœur, ils produisent beaucoup de repas, ils ont beaucoup de déchets alimentaires et grosso modo, là, ils vont installer une machine qui est à l'arrière-cour d'un Resto du Cœur
Et donc, quand les cuisiniers ils ont fini de faire à manger, ils jettent les déchets dans la machine. Et après un certain cycle, ils arrivent à en sortir de l'énergie, quoi, tu vois, du D'accord. gaz, je pense, qu'ils arrivent à en sortir. Et voilà. À partir des déchets, tu arrives à. Du gaz. C'est du méthane. À partir du méthane, tu sais produire de l'énergie. Mais là, il faut demander à Lola. Ouais. Ça, c'est dièse, tu vois. Parce qu'on a besoin d'elle en ce moment. Ouais, on a besoin d'elle, fort. Ouais. C'est vraiment ça, tu sais produire de l'énergie. Et je pense en termes d'investissement, c'est pas si lourd parce que c'est compact. C'est dimensionné pour les petites structures. Et Lola, là, je fais du marketing. C'est dimensionné pour les petites structures. Du coup, je pense que c'est pertinent. Il y en a qui vont trouver leur intérêt dans son produit. Hein. Parfait. Ouais. Ben, Donc merci Lola, ouais. beaucoup, Carlos. Ouais, bah, merci à toi. À une prochaine, peut-être. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Ça fait combien de temps? Waouh, il est déjà 15.